l'AIGP a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'essayer d'aller débusquer des sujets qui n'ont pas été évoqués jusqu'à maintenant. Par exemple, on a fait la question des migrations dans la grande métropole mondiale. Et puis de prendre des questions, d'aller au fond et de provoquer un peu de débat, même un peu de polémique s'il le faut, parce que nous pensons qu'on a besoin de sortir de l'eau tiède et qui prévaut un petit peu souvent dans cette affaire du Grand Paris. Donc vous allez voir que ça va être le cas, j'espère ce soir, mais vu la qualité des intervenants, c'est absolument assuré. Et puis vous allez sans doute voir dans les jours qui viennent que l'AIGP va se voir de nouveau reconnaître comme un interlocuteur majeur des pouvoirs publics et qu'il peut jouer un rôle extrêmement important dans l'avenir du Grand Paris, un sujet qui méritera d'être approfondi encore et encore. Parce que selon moi, s'il y a des éléments de programme qui se font jour dans ce projet du Grand Paris, il manque toujours un vrai projet au sens politique, culturel, social, citoyen. Et l'AIGP va être un des acteurs de l'élaboration de ce projet. Voilà, et ça, donc la soirée de ce soir contribue, avec d'autres initiatives que nous prendrons dans les semaines et les mois qui viennent, à travailler à ce projet pour le Grand Paris. Merci. Donc pour introduire la question du logement ce soir, vue d'une manière un peu particulière, ces oppositions qui, à nos yeux, n'ont pas lieu d'être entre la nécessaire production de logements en grande quantité pour répondre à une demande dont on ne sait pas très bien comment la gérer à l'échelle métropolitaine, et ceci dans un sens le plus large possible, et puis la volonté de sans cesse faire ville, c'est-à-dire apporter le regard que l'urbanisme doit porter sur toutes les grandes opérations d'aménagement pour qu'on sorte des logiques sectorielles. Ceci, c'est un peu le cœur de métier de l'atelier international du Grand Paris, de ces 14 équipes qui ont choisi cette année de travailler, alors en renouvelant un petit peu les méthodes, et je vais le dire très rapidement. D'abord, en organisant de manière très régulière des séminaires d'approfondissement qui permettent à chacune de ces équipes pluridisciplinaires de montrer et de se déployer dans le temps nécessaire pour que les annonces dépassent la simple image qui fait rêver, mais qu'on aille interroger les processus. Et pour que ces séminaires ne restent pas des séminaires en chambre, même s'ils réunissent à chaque fois une centaine d'acteurs, nous avons aussi décidé de tenir ces questions vives, celle qui se tient dans ces lieux ce soir et pour la deuxième fois au pavillon de l'Arsenal. Eh bien, c'est un moyen d'aller à la rencontre d'un public divers, de donner à comprendre et à voir ce que l'AIGP souhaite porter comme idée nouvelle et de le confronter avec vous. L'autre chose, l'autre aspect de renouvellement de cette pensée autour du Grand Paris, de la question urbaine en général, des grands territoires, c'est le thème qui nous a servi de fil conducteur, mais qui est plus qu'un fil conducteur, qui nous permet de réinterroger tout ce que nous faisons cette année au prisme non seulement d'un événement important, même crucial, qui se tiendra au mois de novembre en 2015 au Bourget, qui est la conférence climat, la 21e COP, pour mettre cette fois-ci, on l'espère, les grands États du monde en capacité de passer entre eux un accord contraignant pour limiter les effets du dérèglement climatique. Donc, il y a cet événement politique majeur, mais il y a aussi la nécessité d'organiser différemment nos modes de vie urbains, nos modes de production urbaine. Et donc le rendez-vous de la métropole et du climat est le fil rouge de tous les travaux de l'année. Comment, à travers des politiques nouvelles qui sont la question énergétique ou la question de la résilience, nous essayons de bâtir une métropole durable. Mais comment, et c'est là que c'est peut-être le plus difficile, à travers des modes de faire anciens, établis, classiques, la production de logements, la production de transports, d'espaces publics, nous réinterrogeons pour fournir des réponses adaptées à cette nécessaire adaptation au dérèglement climatique. Voilà, ces deux aspects-là font la richesse de ce travail cette année,
nous souhaitons les partager. Donc nous l'avons fait il y a maintenant quelques semaines, ici même, autour de ce titre un peu provocateur, 70 000 logements, c'est tout. Où vous aviez entendu Béatrice Rameau, Monique Hélène, Michel Attard, Jean-Louis Violot. Ce soir, nous avons des équipes non moins prestigieuses, mais je vais laisser à Sylvain Allemand le soin, que vous connaissez peut-être comme journaliste, essayiste et notamment une des plumes d'Alternative économique, nous présenter cette soirée et le fil, là aussi, qu'il a conduit. Merci. Merci beaucoup, Mireille Ferry, de m'associer à cette soirée, Mireille qu'on peut applaudir et qu'on réentendra d'ailleurs au terme de la soirée pour nous annoncer la suite et peut-être pour nous livrer un feedback. Sans plus tarder, j'invite nos intervenants à me rejoindre à la tribune. Donc, Christian de Portzamparc, voilà, Philippe Gazeau, Monsieur Lafoucrière. Et je demande de la famille des intervenants à Jean-Marc Michel. Serait-il arrivé? Donc, il nous rejoindra. Voilà, c'est quand même celui qui portera la voix de l'État, et donc son avis nous intéresse. Donc merci à vous de m'associer à cette soirée. Merci aussi au public, toujours épatant, qui a bravé le beau temps pour venir débattre du logement. Alors vous l'avez bien compris, hein, Michel Ferry a été très clair, il ne s'agit pas de faire un énième débat sur le logement, mais de traiter de cette question dans le contexte du Grand Paris, et puis ce contexte marqué par la transition, Philippe Gazeau, transition énergétique et climatique. Donc comment essayer de faire tenir ça dans la quadrature du cercle? C'est ce qu'on va essayer de faire avec nos différents intervenants. Avec vous, hein, on compte sur vos interrogations, vos questions, vos éventuelles contestations, on vous entendra. C'est un atelier hors les murs, donc profitons-en pour nourrir collectivement la réflexion. Malheureusement, je dois, en plus d'excuser le retard de Jean-Marc Michel, excuser l'absence d'Elisabeth de Portzamparc, qui vient de nous faire part d'un empêchement. Alors tout naturellement, je me tourne sans trop de hasard vers vous, Christian de Portzamparc, pour vous demander déjà si rien n'est grave, si vous avez néanmoins de bonnes nouvelles, parce que c'est un problème de santé. C'est peut-être une histoire de particules fines, parce qu'elle n'arrive plus à parler. Ça s'est aggravé dans la journée, et ce soir, elle n'arrivait plus. Donc elle s'est dit que ce ne serait pas efficace. Donc il me semble qu'on entre un peu dans le vif du sujet. C'était pas volontaire. C'était pas volontaire. En tout cas, vous lui transmettez nos vœux de rétablissement. Alors, Mireille l'a rappelé, ce débat s'inscrit dans le prolongement d'un précédent débat qui a lieu ici même sur les logements, les 70 000 logements à construire par an en Île-de-France. Mais nous essaierons d'aller plus loin en articulant cette question aux enjeux de transport précisément et en mettant à profit donc la diversité des points de vue avec néanmoins une surreprésentation d'architectes urbanistes, mais aussi un représentant de l'État, je l'ai indiqué, et puis un représentant du logement social. Et là, ça sera intéressant d'entendre votre point de vue. Mais c'est avec vous que je voulais commencer ce débat, Christian Portzamparc, parce que en me livrant, en me replongeant dans votre site, mais également dans la restitution d'un séminaire qui a été mené par l'Atelier international du Grand Paris. Alors un séminaire qui s'est déroulé le lendemain, d'ailleurs, de la conférence, de cette fameuse conférence du 26 mars autour du logement, qui était plus en cercle restreint. Et dans les notes, j'ai relevé quelque chose qui m'a intrigué et dans lequel j'ai vu aussi une entrée en matière dans notre réflexion. Vous avez dit, Christian de Portzamparc, qu'on habite bien évidemment un logement, un pavillon, un appartement, mais on peut aussi habiter ses mobilités. Et ça change complètement la perspective. En quoi ça change la perspective? Ça ouvre des perspectives intéressantes dans le cas du Grand Paris. Est-ce que vous pouvez dérouler le fil de cette réflexion? Peut-être on peut dire que tout le monde habite un ensemble plus vaste que le logement, un territoire qui est un quartier, qui est une cité, qui est une zone pavillonnaire, qui est un îlot. Chacun a conscience de ça avec une relation avec un groupe qu'il connaît plus ou moins. Mais on pourrait dire à l'inverse que
on pourrait dire aussi que ce quartier ou ce morceau de ville, il est constitué par les liens qu'il y a entre les différents immeubles. J'ai souvent pris je vais revenir là-dessus, je prenais souvent cette métaphore de Hestia et Hermès. Vous savez, ce sont deux divinités que les Grecs ont toujours mis sur leur fronton des temples. Et Jean-Pierre Vernant, historien de la Grèce, s'interrogeait sur ce pourquoi. Et en travaillant il y a quelques années avec Bruno Quezal, on se disait, ben oui, évidemment, c'est le symbole de la ville. Hestia, c'est la déesse du foyer, de la maison, et Hermès, c'est le messager, le voyageur, le commerçant et même le voleur. Donc, partout, ils les mettent ensemble parce qu'ils sont liés. Donc, on habite quelque chose qui est être ici et puis pouvoir aller là-bas, et on est venu de quelque part ailleurs, d'un autre endroit. De cette façon, il est important de se dire que ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilité, les transports, si vous voulez, ce n'est pas seulement se déplacer. Je dis retourne la proposition, ce n'est pas seulement se déplacer. Il est évident que quand on bouge, on fait encore beaucoup d'autres choses. Alors si on bouge en vélo, à pied ou même en auto, on perçoit constamment des informations qui nous disent où on va et où on habite. On voit des adresses, on devine des choses. On a des envies ou des refus, etc. Et c'est toujours habiter, ça, c'est toujours être dans... Plus on est dans un transport très efficace, site propre, rapide, plus on va vite d'un point A à B, mais plus on peut sortir de cette notion de l'espace et on est plongé dans son journal ou sa tablette. En fait, je dis les transports qui vont de A à B, ces tuyaux, ils sont fabuleux pour aller vite, ils sont une sorte de catastrophe sur le territoire. Ils ont coupé toutes les périphéries du monde en petits morceaux entre les trains qui commencent au 19e puis les autoroutes. Je ne vais pas dire qu'il ne fallait pas le faire, ce serait idiot. Mais il faut reconnaître qu'on n'a pas toujours fait les ponts qu'il faut et vous avez un émiettement en enclave. Donc ça nous a beaucoup frappé. D'ailleurs, Elisabeth et moi, dans des contextes différents. Voilà. Moi, je le voyais en travaillant avec Antoine Grimbach, qui est là. On a commencé ces genres de réflexions à Marne-la-Vallée il y a longtemps. Et on voyait ce paysage se construire tout entier dévoué à l'automobile. Et Elisabeth avait fondé l'atelier d'urbanisme d'Antony. Elle s'évertuait à relier ce qu'elle appelait l'espace en miettes. Donc, si vous voulez, ce fait qu'on habite un ensemble plus vaste, il est dans la grande périphérie de plus en plus difficile de l'habiter. Vous arrivez vite chez vous et vous mesurez comment vous pourrez aller dans le centre ou dans un autre endroit de la périphérie assez vite, mais l'espace, je vais juste pour dire rapidement, l'espace de proximité, cette proximité dans laquelle on habite, ne serait-ce que pour aller acheter le pain et le journal, il est difficile à pratiquer. Et on me dira, mais c'est passéiste de vouloir cette espèce de... En fait, ce n'est pas passéiste, c'est une chose évidente, c'est l'espace immédiat dont nous avons tous besoin. On continue, et je finirai là-dessus, juste cette introduction, on vit sur plusieurs aires. On vit dans l'ère cybernétique, on a nos téléphones qui nous permettent d'être ici et ailleurs à la fois. On vit dans l'ère industrielle, la vitesse mécanique, donc c'est le train, l'auto et l'avion. Mais on vit toujours dans l'ère de l'homme qui marche, le néolithique. On est toujours cet homme du néolithique, nous voyons à la même distance, nous entendons à la même distance. Et si j'ai envie de parler avec Philippe Gazeau, certes je lui téléphonerai, mais à un moment donné, on va dire, on se rencontre, on va prendre un pot, quoi. Alors, c'est précisément l'objet de cette soirée. Cette nécessaire rencontre, c'est la vie. Alors, parfait, c'est extrêmement stimulant. J'ouvre une parenthèse, ça rentre vraiment en résonance avec la réflexion de Jean-Marc Besse, que vous avez sans doute croisé, qui vient de commettre un magnifique ouvrage Habiter chez Flammarion. Et je pense que je rêverais d'un dialogue entre vous et lui. Prolongeons, revenons dans le contexte du Grand Paris. En quoi ce contexte-là vous a aidé à approfondir cette réflexion et comment concrètement vous l'articulez à la problématique du logement? Ma double question est une invite peut-être à commenter ces deux images avec lesquelles vous êtes venus. Je vous remercie d'ailleurs tous les trois d'avoir limité le nombre d'images pour justement mieux les commenter et permettre l'échange entre vous. Si vous voulez, suite au Grand Paris, on a été tous les uns et les autres sollicités Tout à fait. localement par des groupes de 3 ou 4 maires ensemble, par une OIN, par ceci ou cela, et on s'est mis à travailler sur des territoires. Celui de Orly nous avait intéressés dans la première étude du Grand Paris, Voilà.
Parce On que est à Orly. c'est un paroxysme de la situation métropolitaine. C'est aussi un paroxysme de ce que j'appellerais la ville industrielle, c'est-à-dire vous avez des véritables camps industriels de logistique. Vous avez l'immense marché, le mine, qui nous nourrit. Et puis vous avez des entrepôts, vous avez des zones d'activité comme la Silic qui marchent bien avec des bureaux qui sont très efficaces, qui sont modernes. Et puis vous avez des grands rangements de toutes sortes. Vous avez Belle Épine qui est un grand centre, mais on y vient en voiture, c'est un centre de distribution. Donc vous avez ces espèces de fonctions qui forment des zones très grandes avec leurs parkings fermés, entre lesquels vous avez des tuyaux. Vous avez la A86 qui passe, vous avez la nationale qui va jusqu'à Orly, qui pourrait être une voie de lien, mais qui est un tuyau elle aussi. Et en même temps, on est à 7 km de Notre-Dame. On est dans une situation où il y a les meilleurs transports imaginables, c'est-à-dire il y a le TGV, le métro, le tramway est là, les avions ne sont pas loin. Donc c'est une situation hyper liée. Et en même temps, il n'y a pas d'habitants. C'est un trou noir de l'habitat. Il y a des gens qui travaillent. Bien sûr, il y a des gens dans les villages. Rungis, Chevilly-la-Rue, Orly. Ces villages se sont protégés depuis 30 ans contre la ville industrielle. Ils racontent comment ça a été une souffrance pour eux. Cette ville a coupé tout, ils n'ont plus leur territoire. Et puis maintenant, ils s'aperçoivent que s'il y a des projets qui changent, ils en feraient volontiers partie. Et l'idée est de se dire comment on peut habiter. Eh bien, est venue cette notion qu'il faut retrouver du lien, il faut refaire, il faut retrouver, il faut éviter à tout prix ce que dans certains d'entre nous on appelait le foncier invisible, qui serait, on trouve du foncier partout pour faire des logements. On dit attention, on ne fera pas des quartiers qui seront les futurs camps de réfugiés ou qui seront les futurs ghettos, c'est-à-dire les endroits mal reliés. Si on y met n'importe comment du logement, d'ailleurs les maires ne voudraient plus le faire, hein, ça ne se marcherait plus. Mais si on fait des zones de logement un peu expérimentales en disant ça y est, on a réussi ici à en faire 700, s'ils ne sont pas reliés, ce sera les zones les plus difficiles. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on a dit, la nationale par exemple peut être un formidable lien. Un lien, je l'ai appelé ligne agrégative, c'est une avenue qui va relier tout, c'est-à-dire que tout logement est relié sur une rue, et cette rue est reliée à cette nationale, qui va changer de vitesse. Il y a le tramway. Le fait qu'elle change de vitesse, ça tient à une étude qu'on a fait avec AREB sur l'ensemble des circulations. Et l'idée est que le long de cette nationale, on va aller voir les différents participants, la Sogaris, le Belle Épine, et ils ont dit, écoutez, nous, si vous apportez cette possibilité, nous, on recule notre barrière, on recule de 100 mètres, par exemple, ou 60 mètres, et donc on vendra une partie du territoire. Et puis Belle Épine, ils n'ont pas dit on vendra, ils ont dit, ben, dans ce cas-là, on installerait des commerces sur cette voie, alors qu'ils sont un lieu de commerce de destination. Les gens viennent en voiture, personne vient, il n'y a pas de vitrine, on ne va pas à Belle Épine comme dans un magasin au bord d'une rue. Avant d'en venir à l'autre série de diapositives, en fait 2 diapositives, un mot, un arrêt sur image. Dans quelle mesure le fait d'inscrire cette proposition dans le cadre du Grand Paris a permis de faire évoluer les mentalités, la perception de ses habitants, de ses acteurs, etc. Écoutez, on a fait des présentations. Je dois dire qu'au début, les maires étaient assez... Et hostile serait exagéré. À peine goguenard, peu enclin à y croire trop, et voyant encore, si vous voulez, une histoire de... Même le mot métropole leur faisait penser, ça y est, ils nous font encore leur cinéma. Ils voyaient cette ville industrielle. Je voudrais souligner, parce que je l'ai dit souvent, mais c'est une chose évidente, nous héritons de cette ville que j'appelle industrielle, et la décision la plus forte de cette ville, elle a été marquée par la Charte d'Athènes, ça a été « il faut arrêter avec la rue ». La rue était considérée comme un outil qui était dépassé. Je suis persuadé au contraire que la rue est un outil d'un très grand avenir si on sait la transformer, la réinventer, la faire autrement. Le Corbusier l'a vu comme un espèce il a dit corridor, il a trouvé que c'était malsain. Surtout, ce qu'il a vu, c'est que dans la rue, vous avez tout. Vous avez les commerces, l'habitat, l'air, la lumière, le paysage, les adresses, les bureaux, les réseaux, les égouts, l'éclairage. Vous avez tout à la fois. Et ça, dans une pensée de cette époque, c'était contraire à toute la façon d'imaginer le monde. Le monde était dans un mimétisme avec la pensée industrielle. Il fallait, à chaque fonction, trouver la meilleure technique et la meilleure ligne pour la suivre. Notre monde est fait comme ça. Il est sectorisé par métier, par fonction, par performance. Donc, il a dit, le commerce ira là, le logement ira là. Vous connaissez ça, ça s'appelle le zoning.
les automobiles ne seront pas sur les mêmes voies que les piétons, etc. Cette séparation des fonctions, c'est véritablement la pensée industrielle. On peut réfléchir à l'infini pour savoir si ça se serait fait avec ou sans les Corbusier. C'est pas impossible que, pour beaucoup de raisons, des techniques du même genre auraient été employées ailleurs. Il a été, si vous voulez, un idéologue de cette pratique. Et moi, je sépare le personnage, l'architecte inventeur formidable, et puis cet urbaniste qui a effectivement, il a poussé loin le bouchon dans une sorte de totalitarisme pour envisager ça. Donc, cette idée de faire des lignes, mais voilà. je vais finir Voilà, là-dessus. très bien, c'était pour cela que c'est de dire, si vous voulez, que il serait très important d'imaginer ces très grands territoires de périphérie à partir de lignes qui sont déjà plus ou moins existantes, que l'on transforme. Ils sont des sortes d'avenues ou de boulevards qui sont pas trop radiales. On imaginerait un Grand Paris qui soit tramé, pas tout entier sur le centre, évidemment. Ce sont les lignes qui peuvent organiser la densité et la vie de proche en proche, sur lesquelles on privilégiera qu'il y ait les services, qu'il y ait les commerces, sur lesquels on peut brancher des opérations qui seront peut-être un peu plus denses par rapport à d'autres endroits plus légers. Ça peut être aussi des lignes douces, dont Elisabeth parlait et voulait parler ce soir, de la coulée verte voilà. Qu'elle a initiée dans les années 70 à Antony et qui a fait son chemin avec la région. Je crois qu'on a une image, c'est aussi un mode de lien. Non, excusez-moi. Hop. On l'a ici. Voilà. Et si vous voulez... Alors un mot justement, je voulais vous solliciter puisqu'elle n'est pas avec nous. Je trouve que les liens, vous avez des liens très doux comme ça, vous pouvez avoir des liens où il y a multitransport, donc tramway, vélo, voiture propre, on l'espère, etc. L'important dans ces liens où il y a plusieurs modes de transport, c'est cette notion d'avenue, c'est que vous faites véritablement l'espace public de tous. C'est-à-dire, les habitants ont une appartenance à un même réseau. Ça pourrait être un projet où ce réseau serait très identifié par des éléments dans son éclairage, dans son dessin. Il existe, si vous voulez. Il permet de comprendre très facilement où on doit aller. Il est une carte qui pourrait être un nouveau récit de la ville pour les habitants, pour se le représenter, parce qu'aujourd'hui, on peut penser quand même que ce Grand Paris, mais on pourrait dire la même chose du Grand Londres et du Grand Rio et encore pire du Grand São Paulo, c'est un labyrinthe. Personne ne peut prétendre s'y retrouver, avoir été partout. Quand on a fait la carte totale où on voit toutes les petites rues, il fallait qu'elles fassent 3,50 m. C'est grand. Los Angeles est encore plus grand. Vous avez besoin dans ces villes de points de repère. À Los Angeles, il y a les collines, il y a l'endroit où il y a le downtown. Nous, on a la Tour Eiffel qu'on voit de pas mal d'endroits, mais ce n'est pas suffisant. Donc se repérer, pas seulement sur des monuments, mais sur un réseau, c'est très important. Ça, c'est une façon d'habiter aussi et d'appartenir à un territoire. Alors, poursuivons, avant de poursuivre avec les autres. Restons encore avec vous, Christian de Portzamparc. Justement, vous nous avez proposé une définition, une approche de l'habiter extrêmement générique qui ouvre des perspectives. Mais en quoi, alors, ça renouvelle l'approche de la notion même de logement? Est-ce que, alors, on comprend que ça participe, qu'on est dans notre sujet dans la mesure où vous vous souciez de la requalification des espaces de vie qui participent à la vie de quotidien, mais en quoi ça impacte la conception même du logement? Écoutez, ça c'est un travail que je ne suis pas le seul à défendre, mais qui a été celui de, je pourrais dire, un peu de ma génération depuis 30 ans, c'est-à-dire être attentif d'une part à l'espace public, d'autre part au fait que vous habitez dedans, mais aussi dehors du logement. Moi je vois ce que j'ai fait aux Hauts-de-Forme, on me dit les habitants sont tous les mêmes qu'il y a qu'au départ, ils n'ont jamais voulu quitter. Ben, ce n'est pas seulement à cause des cellules, parce que les cellules elles sont assez normées par la RIVP. Ce n'est pas des cellules qui ont des inventions extraordinaires. C'est beaucoup, ils le disent, parce qu'il y a une place, une vue, on voit au loin, on voit près, il y a du soleil, il y a des... Si vous voulez, l'espace que l'on peut faire dehors, l'espace de proximité, il est aussi celui où on habite, celui où on croise les autres. Et où on peut ne pas les voir si vous énerve, vous avez le moyen aussi d'être chez vous, etc. Cette chose-là, elle est très importante. En même temps, faire des meilleures cellules, les faire moins chères, avoir des meilleures conditions du point de vue de l'économie d'énergie, tout ça est capital. Je ne veux pas dire qu'il y a de l'innovation possible, mais je pense qu'il y a toujours une sorte d'innovation fondamentale dans la façon dont on fait l'espace, dans la façon dont on se relie à de l'existant. On n'a plus des grands terrains vierges où on va faire 500 logements. En général, il y a déjà quelque chose qui est là, qui va être récupéré, transformé. Ce jeu-là est passionnant. Ce jeu-là introduit le temps dans l'histoire. Je pense que ça, il est très important. Sur le total, ces relations de proximité que l'on peut faire, elles participent aussi, je dirais, d'un mieux-être ensemble, mais aussi
d'une utilisation plus sensée de l'énergie qui ne nécessite pas de ressortir tout le temps. Là où j'ai fait la Cité de la musique à Rio, c'est au milieu d'un 14 km de ville. Il y a 2 grandes autoroutes. C'était fait par Lucio Costa pour faire une cité radieuse, c'est-à-dire des grands parcs et des tours et des bars. Ça aurait pu être extrêmement confortable. Ça a été loti, saucissonné et vendu sans aucune rue. Donc les promoteurs ont acheté des grandes surfaces. On entre avec une carte à puce. Vous entrez, vous montez au 15e étage ou vous êtes dans un pavillon. Si vous avez oublié le pain au journal, il faut ressortir, reprendre le parking, refaire 3 km pour aller aux centres commerciaux qui sont tous du même côté, de l'autre côté de l'autoroute. C'est une caricature de zoning. Il y a beaucoup d'endroits quand même du monde qui sont faits comme ça. Et là, les embouteillages que ça provoque, les transports automobiles supplémentaires que cela provoque, la distance immense entre le logement, les écoles, les commerces, tout est réglé par l'automobile. Eh bien, cette chose-là est consommatrice d'énergie, de temps, de stress. Évidemment, c'est plus un modèle. Simplement, c'est vrai que là-bas, il est fait à grande échelle. Le transformer, ça veut dire revenir sur la sacro-sainte propriété privée. Ce sera des réformes constitutionnelles, mais il faudra le faire. C'est dire hein, la complexité, j'enfonce une porte ouverte de ces gens. Je dissipe un malentendu, on n'était pas parti à Rio avec cette diapositive. Alors on ça, y reviendra. Alors, voilà, tout on à peut fait. y revenir si vous voulez. Oui, tout à fait. J'annonce juste hein, que c'est un projet du côté de Chili-Mazarin, non, de Châtenay-Malabry, pardon. Mais effectivement, on y reviendra parce que là, ça nous permettra d'entrer dans le logement proprement dit. Mais poursuivons cette réflexion. Mireille Ferry a annoncé un débat. On ne va pas l'avoir encore de manière très contradictoire avec Philippe Gazeau, me semble-t-il, puisque vous, dans le cadre de vos travaux, de vos contributions au sein de l'atelier, vous militez aussi pour une entrée dans le logement par les infrastructures. Est-ce que, c'est vite dit, précisez-nous vos intentions. Vous êtes vous-même venu avec une diapositive, voilà, 2 séries de diapositives. Oui, enfin, on rentre toujours dans le logement par une infrastructure d'une certaine manière. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, depuis qu'on réfléchit, qu'on travaille sur cette question du logement métropolitain, c'est-à-dire cette question à la fois de la quantité et de la qualité, quel type de logement on peut envisager dans ces métropoles qui ne sont plus, Christian l'a bien décrit, qui ne sont plus comme les villes qu'on connaissait jusqu'à présent, jusqu'à la moitié du XXe siècle. Donc il faut bien comprendre que on ne peut plus réfléchir exactement de la même façon. C'est-à-dire que nous, on a décidé de ne pas commencer par étudier les possibles évolutions du logement, de regarder un petit peu comment on pouvait le construire moins cher, comment on pouvait travailler sur les typologies. On a préféré commencer par regarder finalement les territoires dans lesquels on pouvait éventuellement installer, implanter ces types de logements. Donc ce territoire de la métropole, il est très particulier, donc c'est plus celui de la ville, c'est celui d'une échelle qui a considérablement grandi. Et dans laquelle finalement on a du mal à retrouver une identité commune, on a du mal à trouver une idée d'espace public partagé. Donc c'est effectivement ce qui vient d'être décrit et c'est peut-être sans doute la plus grande difficulté. Donc on a essayé de déterminer, de travailler, d'essayer d'explorer les éléments structurants à l'échelle de cette métropole, de cette nouvelle ville ou non-ville. Et donc on s'est aperçu là qu'effectivement on retombe sur les infrastructures, les éléments structurants ou déstructurants, puisque effectivement ils relient mais ils posent d'autres problèmes. Ils sont aussi capables de couper les territoires en plusieurs morceaux complètement isolés. Donc ces infrastructures, elles, sont à l'échelle de la métropole. Donc c'est ce qui nous a intéressés. Et on essayait d'observer dans les paysages de ces infrastructures la manière dont ils croisaient leurs éléments, leurs structures, leurs flux avec les territoires sur lesquels ils étaient implantés, en ayant en tête la manière dont on pouvait imaginer d'y installer du logement. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a
tour à tour, on a travaillé sur... Philippe Gazeau, excusez-moi, c'est ce que illustre parfaitement là, comment cette double diapositive, vous pouvez quand même nous situer dans... Peut-être avant quand même, je voudrais... oui, non, mais permettez-moi de nous aider à situer quand même l'endroit. Oui, ça c'est une infrastructure assez connue des Parisiens, c'est le périphérique. Voilà. Mais donc, justement, j'aimerais, parce que c'est un projet difficile à décrire et à appréhender, donc je voudrais un petit peu expliquer comment on est venu à travailler dessus, de manière très concise. Et donc, on a travaillé sur ces infrastructures, sur les infrastructures ferrées, qui sont déjà très anciennes. Là, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Christian. Je trouve qu'au contraire, les infrastructures ferroviaires sont un peu des lignes agrégatives. Elles l'ont toujours été. Finalement, le Grand Paris, depuis un siècle, s'est développé à partir d'elles. Et leurs gares, finalement, sont des véritables espaces publics, alors plus ou moins réussis, plus ou moins fréquentés. Mais mais même les lignes, finalement, on voit que les lignes, au bord de toutes ces lignes de banlieue, enfin ce qu'on appelait la banlieue, finalement, c'est installé tout un univers assez intéressant et qui n'est pas du tout celui qu'on peut découvrir au bord notamment d'autres infrastructures comme celle des autoroutes. Donc on s'est intéressé à d'autres sortes d'infrastructures nouvelles qui sont les... excusez-moi, parce que... qui sont par exemple les... Je vais les sermonner. Monsieur Yves Lafoucrière, vous écoutez, il y aura... qui sont par exemple les centres commerciaux, qui sont de notre point de vue aussi des infrastructures, qui sont en train de devenir d'une certaine manière de nouveaux centres-villes de la périurbanité. Et là aussi, on s'est intéressé à la manière de voir comment on pourrait y installer du logement, en considérant qu'à partir du moment où on pense au logement, où on pense installer du logement quelque part, on est obligé, on ne peut pas faire l'économie de l'urbanité. Et donc, on est obligé de se poser là des problèmes d'espace public, là où il n'existe pas, puisque le centre commercial, c'est un espace monofonctionnel qui est presque un espace privé d'ailleurs. Si vous y allez, vous voulez prendre des photos, c'est pas si évident que ça. Donc on s'est intéressé. Alors je tire un fil, c'est très important parce que les infrastructures, on comprend bien la manière dont vous les revisitez en lien avec le logement. Simplement, les infrastructures, les gares, etc., sont des lieux avec des nuisances, etc. Est-ce que vous avez des réponses? Je sais que non, mais je vous laisse le soin de répondre plus précisément. Des réponses aussi radicales consistant dans le cas du périphérique, à couvrir pour justement permettre d'y aménager des logements qui ne souffriraient pas des nuisances sonores ou de la pollution dont on a vu les effets ce soir. Oui, alors, je vais répondre, mais avant, je voudrais continuer quand même juste... Philippe Gazeau, c'est un débat, je suis désolé. Oui, non, bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que ce projet, il s'inscrit dans une problématique qui est celle du recyclage des infrastructures. Donc, nous, on pense, depuis 2 ans, on travaille sur cette problématique. On pense que autant le XXe siècle a été, pendant des décennies, notamment la deuxième partie, on a équipé, on a créé des infrastructures, finalement, sans penser que ça pourrait s'arrêter un jour. Et on pense qu'aujourd'hui, on arrive à la fin d'un cycle et qu'on entre dans une ère de recyclage des infrastructures. Donc, je réponds à votre question. Voilà. Et donc, notamment, effectivement, on s'est attaqué aux infrastructures les plus dures, finalement, à celles dont vient de parler Christian, qui, effectivement, amènent le plus de nuisances, le plus de coupures entre les territoires et donc les pollutions dont on parle beaucoup en ce moment. Et notamment celle du périphérique, où là on a fait un réel travail d'analyse, de ce qu'on appelle de fiction, un peu pour essayer de démontrer un petit peu certaines choses et de voir comment on pouvait effectivement recycler, de quelle manière métamorphoser cette infrastructure. Donc non, effectivement, notre étude, elle se démarque de toutes les études jusqu'à présent sur le périphérique qui visent plutôt à le masquer par des couvertures, à le détourner, à le transformer en boulevard urbain, etc., etc. Nous, on pense que c'est des solutions qui finalement ne sont pas très crédibles dans la mesure où on sait très bien que couvrir des infrastructures d'une telle dimension, ça coûte très très cher. Donc ça voudrait dire mettre les logements dans des conditions économiques difficiles. C'est très compliqué économiquement et donc ça prend énormément de temps.
De plus, il y a finalement qu'un gros tiers du périphérique qui est en remblai, et donc ça ne règle pas le problème du périphérique en talus et en pont. Un mot sur cette autre série de diapositives? Là, justement, donc nous, notre projet, c'est pas de le couvrir, c'est pas de le faire disparaître, mais c'est plutôt de le faire digérer par la ville. Donc là encore, c'est un travail sur lequel on est depuis ces 2 années sur les infrastructures. C'est vraiment de faire la ville sur la ville, et c'est de voir comment, de la même façon que toutes les enceintes parisiennes depuis le Moyen-Âge ont été digérées par la ville, à partir du moment où on va supprimer la circulation autoroutière, pas toute la circulation, mais en tout le cas son statut d'autoroute au périphérique, on va pouvoir enfin travailler sur cette digestion de la ville, ce dépassement de la ville, de sa dernière enceinte, qui, tout le monde le sait ici, pose d'énormes problèmes de coupure, à la fois symboliques, physiques, entre Paris intramuros et le reste de la banlieue. Donc en fait, il s'agit ni plus ni moins d'installer les logements sur cette infrastructure et de profiter opportunément de toutes les caractéristiques topographiques exceptionnelles, extraordinaires, qu'on ne retrouve pas dans Paris. C'est-à-dire là, on est par exemple dans une situation un peu encaissée. La diapositive d'avant présentait une sorte de canyon complètement planté avec une forêt à l'intérieur. Donc on se retrouve dans des situations extraordinaires qui vont permettre à la fois, c'est ce qu'on voit sur les coupes, de tisser des liens, de recoudre cette nécessaire liaison entre Paris intramuros et les quartiers qui sont au-delà du périphérique, et en même temps d'installer, là on peut peut-être parler du logement, d'installer les logements dans des situations suffisamment exceptionnelles pour que justement on soit obligé de se poser la question de leur qualité et de leur évolution. Donc là c'est un point de convergence avec Christian de Portzamparc. Avant de poursuivre, dissipons l'éventuel malentendu. Là vous évoquiez un point de vue divergent. Christian voulait réagir. Dites en quoi vous étiez effectivement divergent. Je crois que c'était au sujet des gares. Très bien habité le long d'une ligne de chemin de fer. Je voulais simplement dire, les gares sont des lieux de diffusion extrêmement importants. Je le distingue, si vous voulez, une ligne de chemin de fer et une avenue, au sens où dans une avenue, vous vous arrêtez à tout moment et vous avez à tout moment ce lien Estia-Hermès. Vous entrez quelque part, vous voyez. Donc, quand je parle de ces lignes, c'est faire à une échelle très grande, un peu ce qu'a fait Haussmann à une époque de Paris, c'est-à-dire redonner des lignes qui ne sont pas seulement des lignes de mobilité, mais c'est des lignes qui distribuent. Bien sûr, ce que dit Philippe sur la réutilisation des infrastructures peut être, dans ce cadre extrêmement précieux, amener un certain nombre de lignes qui vont changer de modèle de vitesse de transport. Toute la question, au fond, c'est de savoir où est-ce qu'on va passer la vitesse et où est-ce qu'on peut avoir tous les multitransports. À ce sujet, je regrette beaucoup que le Grand Paris et que dans l'ensemble, on n'utilise pas un mode de transport rapide que je trouve intermédiaire entre la ligne qui distribue tout du long et le train ou l'autoroute qui passe tout droit. C'est le métro ou le train aérien qui est sans bruit et qui permet de découvrir le paysage. Évidemment, lui aussi, il a quelques gares et on ne descend pas partout. Mais le fait de voir où on est extraordinaire et change complètement la perception. De plus, c'est une ligne qui peut être aussi structurante et repère dans le paysage. On s'est attaché un peu de façon différente de Philippe à regarder comment certaines lignes comme la A86 ou même le périph' pouvaient être porteurs de trains comme ça, silencieux, parce que c'est des territoires publics où il y a la propriété là. Alors attention messieurs, parce que là c'est fort intéressant ce que vous nous dites à l'instant, ça illustre le propos que vous aviez posé en premier, mais ne refaisons pas le débat du séminaire qui vous a réunis, n'oublions pas, ne perdons pas de vue nos logements. Philippe Gazeau, une question pour faire transition avec l'autre intervenant. Est-ce que dans ces, je vous le dis comme je pense, ces magnifiques propositions de logement, vous avez envisagé une forte proportion de logement social ? Non, mais c'est évident qu'on voit. Bon, ce qu'on voit ici, ce sont des images, c'est des illustrations. Il ne s'agit pas de faire les 35 km du périphérique avec cette même image. Loin de nous cette idée. Mais bon, c'est des illustrations qui servent à montrer un petit peu comment on peut envisager cette métamorphose. En revanche, Philippe Gazeau, effectivement, ce sont des démonstrations, des illustrations. N'empêche, est-ce que ça vous aide à penser en d'autres termes la mixité sociale ?
Alors, ce qui est intéressant dans ce site, parce que c'est aussi un point très important, c'est qu'il est, tout à l'heure on disait effectivement il faut faire attention aux fonciers invisibles et trouver des endroits, alors qui peuvent être au bord d'une voie ferrée, dans un coin, effectivement déconnectés des transports collectifs, et qui vont mettre finalement les nouveaux habitants, même si les logements sont de grande qualité, dans une situation compliquée. Là, il se trouve que justement le périphérique est dans une situation extraordinairement centrale, hyper bien connectée. Il y a le tramway à l'intérieur, il va y avoir le métro du Grand Paris Express dans quelques années. Il y a toutes les lignes de métro qui coupent cette boucle et qui vont être prolongées un peu plus loin. Donc on est dans une situation extraordinairement bien connectée, on est dans une situation extraordinairement bien équipée. Il y a des centaines d'équipements de toutes sortes que tous les Parisiens connaissent, équipements sportifs, équipements culturels, la Philharmonie c'est le dernier, équipements hospitaliers, il y a 3 gros hôpitaux, il y a des écoles et des lycées. Donc on est dans une situation extrêmement avantageuse dont on dit il faut absolument sauter sur l'occasion, si je puis m'exprimer ainsi. Mais on comprend bien en vous écoutant d'ailleurs tous les deux, et on va passer quand même à l'autre intervenant, au troisième intervenant, combien en fait il y a un vrai défi d'amener le commun des mortels à penser son lieu de vie comme un lieu ancré dans de la mobilité jusqu'à l'installer justement dans des lieux de forte mobilité. Je pense qu'il y a quand même un défi quasi anthropologique derrière, mais on y reviendra. Si vous le permettez, on va quand même poursuivre le tour de table et on vous entendra, Philippe Gazeau. Voilà, vous avez déjà votre micro. Yves Lafoucrière, voilà, je tentais désespérément de vous tendre une perche avec cette question sur le logement social. Vous êtes le directeur général d'Immobilière 3F, comment un professionnel, un acteur de l'habitat social. Alors, très fortement implanté dans une quinzaine de régions. On va laisser les 14 autres régions pour s'intéresser à celle de l'Île-de-France, où vous avez jusqu'à, de mémoire, est-ce que vous avez vérifié ? Bravo. Ah, moi, j'en étais à 138 000 logements sociaux en Île-de-France. Voilà. Alors, question pour rentrer dans notre sujet. En quoi le contexte du Grand Paris, peut-être que vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, et bien évidemment, vous êtes libre de le faire. Gardez à l'esprit ma question. Dans quelle mesure le contexte du Grand Paris, avec tous ces défis climatiques, énergétiques, etc., vous amène à penser en termes nouveaux l'habitat social ? Si vous voulez, pour 3F, donc c'est 120 000 logements en Île-de-France. La notion de Grand Paris, c'est quelque chose qui existe déjà depuis des décennies. Ça fait des décennies. Une société comme 3F, comme beaucoup de sociétés HLM qui opéraient en dehors de Paris, se sont énormément développées pendant les 30 Glorieuses pour accompagner le développement massif de l'emploi en région parisienne, la nécessité de desserrer également la population dans l'hypercentre de la capitale. Et c'est comme ça qu'on a produit. Donc moi, si vous voulez, ce que je voudrais vous apporter comme réflexion, c'est ça fait 10 ans qu'on fait du renouvellement urbain. Ça fait 10 ans qu'on est amené à reloger des gens, démolir des logements. On a démoli plus de 5000 logements en Île-de-France parce qu'un certain nombre de quartiers étaient en train de se ghettoiser. Pourquoi ça ? Parce que dans le fond, d'abord quand on produisait du logement social dans les années 50, 60, 70, on ne faisait pas 30 logements, on ne faisait pas 100 logements, on ne faisait jamais en dessous de 1000 logements. On a des villes comme Garges-les-Gonesse où 3F a fait 4000 logements. On a des villes comme Athis-Mons où on a 2000 logements, Thiers, 2000 logements. Et à chaque fois, toujours au bout des villes. C'est-à-dire à peu près sûr, quand on voit des patrimoines HLM de cette époque, qu'il y aura à proximité un bout de A86, une ligne à haute tension, un réseau qui amène l'eau à Paris et toutes ces contraintes d'infrastructure d'une très grande métropole. Et donc par rapport à ça, les gens qui avaient conçu ça, pourtant, avaient quand même pensé proximité, relations à l'espace public, commerce de proximité, services de proximité, voire lieux de culte. Enfin, vraiment, tout ça avait été pensé. Et au fil du temps, tout ça a terriblement évolué, c'est bien souvent ghettoisé. Et pourtant, dans bien des endroits, déjà, la connexion transport était pensée. La connexion transport était pensée, quand je cite Garges-les-Gonesse, on est à 15 minutes de la gare du Nord par le RER. Quand je cite Champigny, Bois-l'Abbé, on est également... on peut être lié à Paris parce qu'il y a eu les connexions du RER qui sont faites pour accommoder ça. Et malgré tout, ça n'a pas suffi, ces choses se sont ghettoisées. Pourquoi ? Parce que la vérité, c'est qu'il y a deux phénomènes de fond
qui nous touche terriblement, c'est la relation au travail autrefois, et je le vois beaucoup également dans nos patrimoines. Alors, excusez-moi, je fais une petite parenthèse en province, mais c'est encore plus caricatural. On a plein de cités HLM de 200, 300 logements qui ont été construits dans des sous-préfectures pour accompagner telle usine de 300 personnes. Les gens allaient dans le HLM, étaient logés là, allaient au travail. Ça durait 10 ans, 15 ans, 20 ans et tout allait bien. Et puis les usines ont fermé, l'emploi a disparu, ces cités se sont ghettoisées. En province, c'est bien souvent plus simple, il suffit de remplacer ces 200, 300 logements par des pavillons en moindre quantité. Mais en région parisienne, la vérité, c'est que là, on a construit des milliers de logements parce que Citroën s'installait à Aulnay-sous-Bois, puis Peugeot. Eh bien, on voit ce qui se passe après. Et donc, le rapport entre le logement et le travail n'était plus le rapport immédiat qui existait au moment de la construction de ces cités. Donc là, le transport a pris bien évidemment beaucoup d'importance. Mais quand le chômage est arrivé là-dessus, quand l'explosion des ménages, la recomposition des ménages est arrivée là-dessus, on arrive à quelque chose qui n'est plus du tout dans le modèle de ce qui avait été conçu dans les années 50-60. Et donc, nous, notre vision par rapport à ça, c'est très clairement de dire qu'on doit aller vers un traitement homéopathique de la production du logement et du rapport du logement, de l'habitat à la ville et au transport. Alors, très bien, prolongeons, parce que merci d'abord pour cette mise en perspective historique qui permet de garder en mémoire que, bien évidemment, il faut composer avec le neuf, mais aussi l'existence, qui était déjà dit par nos deux précédents intervenants. Mais alors, comment vous réagissez aux propositions de nos deux architectes urbanistes que vous venez d'entendre? Je vous pousse un peu dans vos retranchements. Vous m'avez promis de ne pas abuser de la langue de bois. Donc, allez-y, livrez-nous votre réflexion. Enfin, bien évidemment, la qualité des transports, je partage ce qu'a dit Christian de Port-Sampard sur le côté sympathique d'un transport, je dirais, à partir duquel on voit ce qui se passe, les paysages, bien évidemment, tout ça est sympathique, mais je vois aussi, hélas, la réalité sur un certain nombre de territoires à l'heure actuelle, de logements de qualité qu'on produit, mais qui sont desservis la région capitale par des systèmes de transport pas assez fiables, pas assez fréquents, où il y a de l'insécurité. Et de ce fait, le paradoxe suivant, on dit qu'on manque de logements en Ile-de-France, on va avoir du mal à louer des logements tout neufs, sympathiques, pas chers, à Montereau, à Étampes ou à Juvisy, si vous voulez. Donc, il faut... C'est toute la difficulté de nos métiers, en même temps, le charme de nos métiers, c'est qu'on doit avoir à la fois cette vision long terme, et je vois effectivement très positivement la volonté de retrouver un maillage beaucoup plus puissant en matière de transport. Je pense qu'il faut l'accompagner d'un maillage d'habitat beaucoup plus diversifié que ce qui a été fait dans le passé. On ne sait plus faire marcher, tenir dans la durée des grands ensembles avec le même trop d'habitants dans la même cage d'escalier. Il faut des choses où, comme Christian de Port-Sampard l'a dit, au moment de l'économie numérique, les gens ont encore plus besoin d'ancrage très local, et donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Et donc ça nous amène à avoir des formes d'habitat beaucoup plus intégrées et à chaque fois respectant l'histoire des quartiers. Et à ce titre, je suis également très frappé de voir, vous savez, nous on produit à peu près 4500 à 5000 logements par an en Ile-de-France. Dont ceux que l'on voit derrière nous, dont vous pouvez dire dont ceux qu'on voit mot. ici, effectivement, voilà. Qu'on a produit avec Hariri à Chanteloup-en-Brie, qui est un type d'habitat où on a réussi à concilier une forte densité et un rapport de proximité en l'habitat, l'espace extérieur, le quartier. Et si vous allez sur place, vous verrez ça apporte un témoignage différent, en tout cas, de ce que produit nos partenaires de la promotion privée sur les mêmes territoires. En quoi, prolongeons en quoi, et ensuite on sollicitera et Christian de Port-Sampard et Philippe Gazeau sur la manière d'ailleurs dont vous intégrez dans vos réflexions respectives des acteurs comme Yves Lafoucrière. On sait que vous entourez bien sûr de sociologues, d'anthropologues, de bien d'autres compétences. J'aimerais avoir votre témoignage là-dessus, mais auparavant, Monsieur Lafoucrière, dites-nous en quoi le contexte du Grand Paris est plus spécifique par rapport aux autres régions où vous intervenez, oui, alors, sur la question du logement et de son traitement. Sur la question du logement, on produit pratiquement dans toutes les grandes métropoles de France. On produit à Lille, on produit à Strasbourg, on produit à Lyon, on produit à Marseille, on produit à Toulouse. Dites-vous. On produit des logements. On produit des logements. On produit des logements, on construit des logements, on travaille avec les urbanistes, avec les aménageurs. La grande difficulté de l'Île-de-France, et notamment de la zone dense, c'est pas un secret, c'est pas un scoop, c'est la gouvernance actuelle
qui fait que c'est extrêmement complexe et c'est encore en train de se complexifier. Je voyais là avec les équipes, on a des agences départementales et par exemple, vous allez avoir la création d'EPCI, d'établissements publics de coopération intercommunale, mais qui vont être à cheval sur 2 départements. Donc ça veut dire que nos équipes devront travailler sur la production, sur la conception des projets avec le PCI, et puis sur les politiques d'attribution, sur les politiques de suivi social, avec un département d'un côté, puis un département de l'autre. Donc nous, c'est simple, on appelle à une stabilisation d'une gouvernance et d'un cadre institutionnel. C'est la condition sine qua non pour que sur tous les grands fonciers identifiés ou sur les centres-villes qu'il faut requalifier, on puisse agir efficacement. D'autant plus qu'on a vu émerger énormément d'acteurs à côté des acteurs privés, publics ou parapublics, les établissements publics fonciers, la FTRP, les OIN, les SPL locales. Il y a énormément d'acteurs et on sent que tout ça a mis un peu plus en synergie pour être plus efficace. J'ai essayé d'interpréter les réactions de Pierre Mansart, mais je n'arrive pas. Ah, voilà, non, il abonde, voilà. Vous avez son approbation. Un mot sur la manière dont vous intégrez, au fond, ce diagnostic, les nouveaux usages, les nouveaux besoins, les nouvelles attentes en matière de logements sociaux, Christian de Porzenparc et puis Philippe Gazeau, et puis on écoutera enfin la voix de l'État. Peut-être que les promoteurs, les constructeurs privés ou parapublics ont un rôle plus difficile, plus important qu'avant. Je pense que, Yves, quand vous faisiez le Bercy, vous aviez un territoire qui était acquis, vous choisissez des architectes en même temps que les constructeurs, par des concours, par une cooptation, etc. Vous aviez la responsabilité de maîtriser quelque chose, mais vous pouviez avoir des critères et avoir une certaine homogénéité sur un territoire avec un parc en face. Aujourd'hui, cette situation est de plus en plus rare. Je n'ai pas d'exemple comme ça en France aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus l'argent public, qu'aucune collectivité peut acquérir des hectares et les porter. Donc, ils vont se tourner vers les grands groupes privés et ils vont faire des PPP et faire des concours. Nous faisons des concours où nous sommes avec Vinci ou Eiffage et on essaie de faire le meilleur projet. Alors, on s'est tous inquiétés de ça, les architectes, mais c'est un grand changement. Je ne sais pas comment vous le vivez aujourd'hui. Nous, je ne peux pas dire que c'est une catastrophe. Il ne faut pas se déprimer. Les architectes que nous sommes avions très peur il y a 10 ou 15 ans qu'on soit sous la coupe totale des grands groupes qui nous imposent tout. En fait, non. Si la collectivité fait un concours et ensuite qu'elle décide que tous les 2 mois, elle voit où ça en est, elle a le pouvoir de dire vous ne suivez pas ce qu'on voulait, etc. Donc il y a quand même un très bon contrôle possible. Il y a très bon contrôle possible. Je ne dirais pas qu'il est toujours fait. Je ne sais pas comment vous le vivez, parce que nous, on vit qu'on a absolument changé d'air depuis 15 ans. L'urbanisme n'est plus tout la même chose. C'est un urbanisme de contrat dans lequel l'argent privé est décisif, même quelquefois prendre des initiatives, proposer des choses, avec les dangers que ça représente, qu'il s'agit d'un bien public, d'un bien commun, et qu'au fond, c'est le privé et son argent qui a le plus grand pouvoir dessus. Yves Lafoucrière. Je voudrais réagir là-dessus parce que un peu. Non, très bien. Je pense que à côté de la commande publique, du pilotage public, qui à mon avis doit être honnêtement, clairement réaffirmé, le rôle des sociétés publiques locales d'aménagement, le rôle d'outils bien identifiés, bien adossés à une gouvernance politique, c'est quand même une bonne façon de faire de la ville. À côté de ça, on a vu émerger effectivement, comme l'a dit Christian, tous les opérateurs privés, avec quelquefois des visions extrêmement ambitieuses, sympathiques, séduisantes. Et puis, il suffit qu'il y ait un retournement du marché immobilier et tout est planté. Ça n'avance plus, c'est-à-dire ils ne peuvent plus engager, les banques ne suivent plus. Et donc même la partie sociale, qui pourrait remplir son rôle contracyclique, ne peut même pas être engagée. C'est pour ça que par rapport à ça, nous, on plaide, on commence à le faire, nous 3F, de prendre des positions foncières en amont sur des grands terrains, si on a un partenariat clair avec un territoire politiquement bien installé qui sait ce qu'il veut, pour développer des projets urbains. Et on le fera, on prendra des initiatives dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, pour le faire de façon coopérative avec d'autres acteurs d'intérêt général,
notamment quand le centre de gravité de la production comprend beaucoup de logements sociaux. Il faut le faire. Par contre, sur les formes de partenariat, sans aller au PPP, je pense qu'à côté de la maîtrise d'ouvrage classique, par exemple, la conception-réalisation, on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera des produits, est une façon qui nous a permis, à côté de la commande traditionnelle, de la maîtrise d'ouvrage traditionnelle, est une façon qui nous a permis de peser sur le coût et d'amener les entreprises à réduire les coûts de production du logement. Alors, n'en jetons pas plus sur la gouvernance, parce que je me tourne vers Aurélien. Il y aura une soirée sur ce thème-là, prochainement. Voilà, vous nous en direz peut-être plus par la voix de Mireille. Mais en même temps, c'était important qu'on aborde ce sujet. Philippe Gazeau. Je pense que tout le monde est un petit peu paumé aujourd'hui quand même dans cette histoire d'évolution des logements et des nouvelles formes d'habitat. Il y avait une situation assez claire, par contre, il y a une trentaine d'années, quand moi j'ai commencé à m'intéresser et à essayer de construire du logement, où il y avait une grande réflexion de qualité sur ce qu'était, et notamment à travers le logement social, avec certains organismes qui ont construit et des architectes qui ont construit des opérations extrêmement intéressantes, qui sont restées un peu comme des exemples malheureusement souvent solitaires. Et là, il y avait une espèce d'adéquation entre les réflexions sur la manière d'habiter, sur les demandes des gens, et puis une architecture des espaces intérieurs, une relation avec la ville qui était d'une certaine manière assez bien équilibrée. Et puis au fur et à mesure, effectivement, ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus, à la fois pour des raisons économiques, structurelles, aussi, je le répète, la ville a changé. C'est-à-dire on ne construit plus dans le même milieu. Les territoires ont été profondément déséquilibrés par un certain nombre d'éléments qui sont les infrastructures, les bases logistiques, enfin tout un tas de choses qui font qu'on a du mal à percevoir finalement le rapport exact entre l'habitat et le paysage urbain. Et donc, je dis que tout le monde est paumé parce qu'aujourd'hui, où on a le sentiment que les modes de vie évoluent beaucoup, ça tout le monde le sait, c'est-à-dire qu'il y a une démographie complètement différente, il y a une façon de vivre familiale qui est complètement différente, et en même temps, les solutions se rabougrissent de plus en plus pour des raisons économiques, pour des raisons aussi de coûts de construction, et donc nous, ce qu'on essaie de monter comme réflexion, c'est plutôt de repartir à ce moment-là de cette relation dont je viens de parler entre l'architecture de l'habitat et le territoire dans lequel elle est. Pour nous, c'est la seule façon, finalement, d'essayer de considérer raisonnablement et de manière assez juste l'évolution des modes d'habiter, c'est-à-dire la manière dont, effectivement, on va arriver à mettre en résonance des espaces intérieurs avec des espaces publics extérieurs. Alors, c'est très clair. Simplement, je garde à l'esprit ce que nous a dit Yves Lafrougrière, c'est que, manifestement, il y a une couche de complexité encore plus grande dans le contexte du Grand Paris ou peut-être de l'Île-de-France comparé à d'autres régions. Et voilà, on retient ce message. Alors, peut-être pour nous aider à y voir plus clair, faut-il se tourner vers l'État, vers vous, Jean-Marc Michel comment... Alors, pour commencer, peut-être rappelez-nous en quoi vous pourriez nous aider à éclaircir, à y voir un peu plus clair dans les nouvelles attentes en matière de logement, compte tenu de la complexité que vient de rappeler Philippe Gazeau. Et par la même occasion, en quoi consiste donc cette fonction de directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature? Laissons peut-être la nature de côté, mais alors justement, à ce titre-là, au titre de vos responsabilités en matière de logement, comment pouvez-vous contribuer à y voir un peu plus clair? Effectivement, vous tournez parce que vous attendez vos... Non, je t'ai. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Une image qui va suivre ma présentation, voilà, qui est une image d'action. Je crois que ce débat ouvert ce soir, ces questions vives, c'est aussi pour nous inciter à l'action. Et je me disais, il y a des entreprises qui osent prendre possession sur des territoires, y inventer une sorte de nouveauté, une sorte de mixité. Vous savez, c'est à moins d'une demi-heure d'ici, 25 minutes. On a reconnu. Voilà.
Je ne sais si la qualité des logements et de l'aménagement qui s'y conduiront se mesure en nombre de grues, mais il y a une logique d'action qui vient et qui a besoin de la réflexion, qui vient après et qui a besoin de la réflexion et du questionnement que nous entretenons ensemble. Une direction générale dans un ministère, c'est un lieu où on élabore, on suit et on évalue des politiques publiques et on essaye de croiser et d'intégrer des politiques publiques. C'est l'objet de la direction générale aménagement, logement, nature qui rapproche des objectifs de construction avec des objectifs de maîtrise de l'énergie, une sorte de frugalité qui rapproche ces objectifs avec des objectifs de qualité d'aménagement, de transformation de la ville, et pourquoi pas qui rapproche ces objectifs de construction et d'aménagement d'objectifs de protection et de valorisation des ressources naturelles. On l'a dit, espace public, espace privé, c'est la même invention en matière de logement. Si demain, on pouvait à la fois concevoir des logements et des objets qui hébergent des lieux d'habiter, qui sont à la fois capables d'une certaine nouveauté, mais capables aussi d'une certaine, mutabilité. Ces logements qu'on fait aujourd'hui, combien de fois il va falloir les faire et les transformer pour les adapter à l'évolution de notre société. Si en plus on y rajoute, au-delà de cette nouveauté et de cette mutabilité, une corrélation avec les lieux de vie sociale, si on y rajoute une corrélation avec les lieux de mobilité, on imagine qu'on va réfléchir sur le Grand Paris à quelque chose où infrastructure, gare, lieux de service, lieux de loisirs vont faire un complément à ces lieux où on va bâtir des logements. Voilà, essayons de réfléchir système plutôt que produit de logement. Ah, c'est une... Voilà. Oui, alors justement. Et c'est bien parce qu'on est dans le débat que j'essaye de venir sur ces sujets-là. Dire aussi que la métropole du Grand Paris, ce n'est pas une nouvelle frontière. Surtout pas. N'inventons pas une nouvelle frontière, même si la complexité des institutions va nous obliger à nous adapter. Revenons aussi sur toutes ces trames qui font la ville. Christian de Porzampar nous en montrait des trames créées ou des trames adaptées ou transformées. La Seine et ses affluents sont aussi des trames qui font la ville. Et donc aujourd'hui, faire la ville ou donner envie de ville, c'est aussi installer et construire des lieux de vie, des lieux de logement, des lieux d'activité qui respectent ces trames. Alors tout cela fait résonance avec un certain nombre de propos. J'ai vu que Philippe Gazeau souhaitait intervenir. Néanmoins, une question qui fait le lien avec ce que vous avez dit, Philippe Gazeau, c'est-à-dire en mettant le doigt sur cette grande complexité. Du coup, est-ce que ce qui m'étonne dans votre propos, Jean-Marc Michel, c'est que vous n'avez pas évoqué ni la norme, on attend de l'État qu'il mette un peu d'ordre en élaborant des normes, mais tout en trouvant le juste équilibre avec ce besoin d'expérimentation qu'on perçoit quand même chez ces architectes urbanistes. Alors un mot et puis Philippe Gazeau. Alors vite, rapidement, je crois que notre société, les producteurs, les architectes, les concepteurs, les habitants ont besoin de normes. Demandez à l'AFNOR combien ils ont de groupes de travail en ce moment sur les normes de construction. Et demandez-moi combien, chaque semestre, j'essaye de supprimer de règles en m'engageant dans le choc de simplification. On n'est pas dans le même ordre de grandeur. J'ai un objectif de 5 ans par semestre et il y a 300 groupes à l'AFNOR qui fabriquent tous les jours de la norme. Alors, il nous faut apprendre à vivre avec ce besoin
normatif qui n'est pas qui ne se transforme pas systématiquement en règle, Dieu merci, mais qui quand même impose, et les assureurs sauraient le dire mieux que moi, une obligation de faire. Et c'est cette obligation de faire, ces contraintes qui, je le comprends, pèsent sur la conception et la réalisation. Alors pourquoi ne pas se lancer aussi dans une expérimentation, voilà, déroger à la commande publique, porter de l'innovation sur des produits de construction, des objets de construction, faire en sorte qu'on soit peut-être un peu plus participatif dans la conception de l'habitat. Et c'était un des sujets qui a été débattu au Parlement dans la loi ALUR, avec l'habitat participatif. Pourquoi aussi, au-delà de la commande publique, ne pas inventer des dépassements de normes qui viendraient, tout en étant contrôlés, qui se mettraient dans un processus d'innovation et d'invention. Réaction de nos architectes urbanistes, oui. Enfin, je voudrais revenir, je répondrai sur les normes, mais je voudrais revenir pour faire débat un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la flexibilité, la réversibilité. Je pense que c'est quand même quelque chose, c'est une espèce de tarte à la crème contemporaine, là où on ne sait plus quoi dire sur le logement. Alors on dit il faut qu'il soit réversible, mais bon, en quoi le fait qu'il soit réversible nous garantit que c'est un bon logement aujourd'hui ou après-demain pour les gens qui vont l'utiliser pendant quelques années. On voit très bien que l'innovation architecturale, la créativité, que ce soit des maîtres d'ouvrage ou des architectes, ont toujours su dépasser les contraintes d'un programme pour le transformer en un autre. Et je dirais même plus, c'est beaucoup plus intéressant en général. On n'aurait jamais inventé les lofts si on n'avait pas transformé les ateliers du Faubourg Saint-Antoine en logement. On voit bien avec l'habitat haussmannien qu'on peut faire à peu près tout dans de l'habitat haussmannien et c'est réversible. Tous les 10 ans, on change logement, bureau, etc., magasin. Bon. Donc, et là, j'insiste sur ce point parce que justement, c'est typiquement le genre de chiffon qu'on agite pour finalement ne pas vraiment réfléchir à comment on pourrait vraiment faire évoluer le logement. Et le deuxième point, c'est effectivement, j'en viens aux normes, mais j'en viens à ce que vous avez dit, c'est qu'il faudrait expérimenter. Moi, je dis non, arrêtons d'expérimenter, faisons-le tous les jours, dans tous les programmes. Et cette idée finalement de lancer des programmes expérimentaux qui restent absolument la plupart du temps sans effet de retour sur les autres programmes, finalement, là aussi, c'est un écran de fumée par rapport à tout ce qui se construit habituellement et dans l'indifférence la plus générale des autorités, des institutions, etc. J'entendais l'expérimentation en un autre sens, mais bon, je veux non, mais c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire lançons une opération expérimentale. Non, mais on en a lancé beaucoup, elles sont souvent très réussies. Le problème, c'est que ce soit sur les coûts de construction, sur les espaces intérieurs, on n'arrive jamais à le refaire. Sinon, pourquoi on ne le referait pas Donc, je pense qu'il ne faut pas, là aussi, il ne faut pas penser en termes d'expérimentation exceptionnelle, mais il faut vraiment s'attaquer au sujet de fond et d'essayer de le faire tous les jours. Yves Lafoucrière. Moi, je suis assez d'accord sur ce qui a été dit sur le problème de la réversibilité. En fait, l'expérience montre actuellement, on s'est transformé des bureaux en logements. En fait, tout n'est qu'une question, je dirais, de situation locale. C'est une question économique, c'est uniquement une question économique, c'est-à-dire ce que vaut le terrain, ce que vaut le foncier à un moment donné, mais sinon techniquement on sait rendre réversible un certain nombre d'équipements en réalisation qui ont été faits pour faire du logement ou pour faire d'autres types d'équipements. Sur la règle et la norme, bon, bien évidemment on soutient à 120% toutes les process de simplification. On avait déjà eu des débats, je me rappelle, en ce lieu du reste sur est-ce qu'on peut faire, je me rappelle du reste des discussions avec Christian à Bercy, quand tout d'un coup on nous avait demandé de conserver des arbres, et je vous avais dit, mais finalement une contrainte supplémentaire permet de faire un meilleur projet. Ça, c'était il y a quelques décennies, et je crois qu'on avait été d'accord sur le fait que finalement le projet était meilleur. Non, je veux dire, on sait fonctionner tous dans la complexité, dans un tissu de normes, bien évidemment, même si on souhaite de règles et de normes, si on souhaite qu'elles n'augmentent pas trop. Moi, je crois que notre sujet majeur, il ne faut pas se raconter d'histoire, il est dans la capacité qu'on a collectivement à avancer massivement et rapidement. Il y a une urgence absolue en Île-de-France. Si on veut qu'Île-de-France
reste une région agréable à habiter, si on veut qu'elle poursuive son développement économique, à ce que tous ces territoires qui doivent muter, ce qu'a décrit Christian, c'est-à-dire tous ces territoires périurbains qui ont gardé un petit côté villageois sympathique, et juste à côté, on a juxtaposé des grandes cités HLM. Il faut vraiment que collectivement, tous ensemble, on se donne les moyens d'agir rapidement et massivement, parce que l'expérience montre, quand on reconvertit les quartiers, que si ça dure trop dans la durée, finalement, l'effet de levier qu'on va avoir, on n'aura pas. Alors, avant d'en venir aux questions de la salle, aux interrogations, j'aimerais justement qu'on prolonge cette réflexion. Avec cette image avec laquelle vous êtes venu, Jean-Marc Michel, je vous demande instamment de la commenter, parce que là, le contraste est assez fort avec celle qui est encore projetée. Mais est-ce que c'est une manière pour vous de justifier que vous soyez le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, et le fait qu'effectivement, on peut conjuguer les trois, y compris dans le Grand Paris? Je lance cette image. Non, alors voilà. C'est une autre image que j'ai voulu mettre aussi au débat. Imaginez que vous êtes ici sur les toits d'un institut que je connais bien, je l'ai fréquenté, l'Institut national agronomique, qui s'est plutôt inventé de l'agriculture de plein champ, de l'agriculture céréalière. Et j'ai voulu aussi ce clin d'œil pour démontrer que on est en train d'inventer, ça s'écrit, sans expérimentation, comme le dit Philippe, ça s'écrit, un travail sur les toitures, un travail sur les façades, une foncière, et l'ESSEC développe en ce moment, ensemble, une réflexion sur la biodiversité dans la construction. Je voulais montrer, au travers de cette image, que la qualité de vie en ville, ce n'est pas forcément que les grands parcs d'Alphand, tels qu'à Vincennes et au Bois de Boulogne, il nous en a livré. Ça peut être aussi une autre forme de gestion d'espace, une forme de convivialité, un autre espace de vie complémentaire du logement. Voilà, c'était un clin d'œil, voilà. Parce qu'il me semble que faire masse, c'est aussi venir sur des terrains nouveaux avec des idées nouvelles. Alors, vous nous direz, on va prendre les questions de la salle, peut-être que justement c'est une première question de savoir dans quelle mesure ces choses minuscules et au demeurant extrêmement stimulantes sont à la mesure des défis qui se posent, et dans quelle mesure ça impose à l'État de s'outiller en termes d'observatoire pour repérer ces signaux faibles. Je pense que c'est un beau spécimen de signal faible pour essayer de répondre à une échelle plus vaste. Mais je ne fais que formuler à voix haute une question, quitte à couper l'herbe sous le pied du public qui aurait voulu la poser lui-même. Alors, je crois qu'un micro, voilà, ici, un élu qui va se présenter. Ah, c'est pas... Alors là, ça c'est extraordinaire. Eh bien, monsieur... Oui. Merci. Bon, je suis venu avec énormément de curiosité parce que ce matin, en lisant Le Parisien, j'ai appris qu'il allait être construit 200 000 logements en région parisienne. Le Parisien disait tout à fait les choses. Non, je suis architecte, oui. Oui, je suis pas désolé, d'ici, vous ressemblez à M. Continceau. Oh ben, je vous en prie. Voilà. Non, je vous en prie. C'est correct. Enfin, avec tout le respect que je vous dois. On m'a déjà habillé, je peux retourner ma veste. Bon, enfin bon. Non, bon, alors je continue. 200 000 logements. Et dans la signature, il y avait l'AIGP. Et je dois vous dire que j'étais un petit peu étonné parce que, comme l'a très bien dit M. de la Faucrière, si on se rappelle comment ont été faits il y a 50 ans ces logements disséminés sur la région parisienne, eh bien, ils ont été faits à peu près comme ce matin, on l'a indiqué dans Le Parisien. C'est-à-dire qu'on s'est adressé aux préfets qui ont nommé, qui ont dit les terrains disponibles, des tas de terrains qui étaient vendables. On les a aussitôt zadés. Il y avait quand même là une petite stratégie, zadés de façon à acheter les terrains à bon compte. Et puis ça a fait 70 ans de galère
avec des tas d'architectes qui trouvent du travail à essayer de réparer ce que les premiers avaient plutôt mal fait. Pour prendre un exemple, vous avez dit, monsieur Lafourcrière, qu'on a créé Aulnay-sous-Bois pour faire les emplois de Peugeot, enfin de Citroën à l'époque, qui était juste à côté. Jamais aucun ouvrier, à quelques exceptions près, n'a habité Aulnay-sous-Bois. Tout de suite, ça a été une population d'ailleurs qui est arrivée et qui n'a jamais eu ce qui était nécessaire d'être fait, à tel point que l'usine Citroën a demandé à ce que les chemins qui permettent d'aller d'Aulnay à PSA maintenant soient rayés, barrés et coupés. Ce que je veux dire, oui, c'est que comme ça a été dit, c'est scandaleux, on fait exactement la même chose. Et la IGP signe ça. Vous devez vous imposer et demander une stratégie. Pourquoi on fait ça? Pourquoi faire 200 000 logements et où et comment? C'est fondamental. Moi, je peux vous dire, cet après-midi, j'étais dans une commune où un lieu était indiqué. Là, un lieu, c'est vachement agréable quand on est urbaniste, parce qu'à partir de maintenant, il a été dit, là, dans ce lieu de quelques hectares, il y aura 2300 logements. À l'heure actuelle, c'est une propriété privée. Comment la municipalité va pouvoir discuter? Ça, c'est pas normal. Eh bien, vraiment, je demande à l'AIGP de se prononcer et de dire il faut qu'il y ait une stratégie. On ne fait pas des logements comme on balance du grain tel une semeuse. Parfait. Alors, non, je voudrais réagir. Christian et ensuite ou Mireille. Que j'ai dit, non? Non, tu fais avec une voix efficace, mais tu dis ce que j'ai dit. On ne va pas faire des... Mais donc je ne vois pas... Non, ce que tu as raison de souligner que l'AIGP n'a jamais énoncé un truc pareil. Enfin, aucun des membres qui sont là vont dire oui, on est... Non, mais c'est une erreur du Parisien. Alors je vais répondre. Je n'ai pas lu l'article en question, mais je vois à peu près, vu le chiffre, à quoi cela peut faire référence. Cela a donné lieu d'ailleurs à l'audition du directeur de la FTRP il y a quelques jours devant Paris Métropole, et je vais donc redire ce qui a été dit à l'occasion par le directeur en question devant l'ensemble des élus de Paris Métropole. Sur une initiative qui est au départ une initiative gouvernementale qui consiste à vouloir relancer la production de logements en masse, parce que effectivement on sait qu'on a ce problème d'offres insatisfaites. Il a été proposé à la FTRP de proposer un programme, et cette structure a souhaité composer un conseil d'experts auquel nous avons participé. Ce que Thierry Lajoie a bien dit à Paris Métropole mardi dernier, c'est qu'il n'était pas sorti de consensus, c'est le moins qu'on puisse dire, de ces réunions qui ont donné lieu à des échanges sérieux dont nous avons déjà parlé. Pour ce qui concerne l'AIGP, nous avons écrit, nous avons dit dans ces réunions, c'est fait partie des comptes rendus, nous avons écrit dès le mois de janvier au directeur de la FTRP pour signaler que, petit 1, nous nous désengagions de toute responsabilité dans le choix des sites et que nous ne partagions pas la méthode qui avait été choisie, et que par ailleurs, une fois que les sites seraient stabilisés, s'ils devaient l'être, nous interviendrions pour qu'en aucun cas on ne retombe dans la procédure de ZAC, mais que nous étions là pour être vigilants sur le fait qu'il s'agissait de faire de la ville intégrée et d'une pratique qui est celle de l'urbanisme, où l'on voit les questions de transport, de logement, d'espace public, la place de la nature, le nombre d'emplois, respectés dans ce qui devait être la fabrication d'un morceau de ville. Nous ne sommes en rien impliqués dans le résultat qui est sorti d'un processus auquel nous avons été invités. On ne peut pas être plus clair, n'empêche Yves Lafourcrière. Je vois au passage que l'article circule. Oui. D'où l'avez-vous sorti, Christian? C'est Jean-Marc Michel. Non, moi je ne partage pas le pessimisme sur ce risque, parce que pour rencontrer énormément de maires, je peux vous dire qu'aucun maire, à l'heure actuelle, n'accepterait de laisser faire comme ça 1000, 2000, 3000 logements. Alors il peut y avoir toutes les expressions publiques, toutes les velléités qu'on veut. Les gens, les élus, comme les bailleurs sociaux que nous sommes, on sait trop les conséquences de ce qui a été produit
massivement et sans pensée globale, sans pensée ville, en pensant simplement quantité de logements. Donc je pense que ce risque n'est pas immédiat, vraiment. Par contre, toute la difficulté et tout notre défi des années qui viennent, c'est justement de produire ces quantités importantes qui sont incontestablement nécessaires, mais en faisant de la qualité et en faisant un maillage beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin des différentes fonctions qui font la qualité de la ville. Très bien. Sauf s'il y a une question vive, j'aimerais entendre peut-être Christian de Ports-en-Parc sur la proposition formulée par Elisabeth de Ports-en-Parc du côté de Châtenay-Malabry, et dont on a eu là une vision, et qui me semble illustrer le propos des uns et des autres et peut-être rassurer notre intervenant de tout à l'heure. Non, je ne me sens pas bien pour l'expliquer en fond. Il y a une recherche de liaison, évidemment, avec le parc. Il y a une prolongation du parc, une densité réussie au sein d'une trame végétale, et il y a une attention à la liaison entre tous les éléments. Elisabeth a travaillé avec Franck Boutet, et une chose est intéressante mais difficile à entendre, c'est que, au fond, tout ce qui est économie d'énergie et normes écologiques les plus avancées en matière de logement coûtent cher, et qu'aujourd'hui on ne sait pas vraiment comment les financer. Et alors c'est un gros problème, parce que vous trouverez peut-être que bientôt il y aura des moyens pour les financer, mais c'est une grande difficulté. Et par ailleurs, Franck Boutet disait ce qu'on va gagner à l'échelon national en faisant ces logements neufs plus vertueux, c'est misérable par rapport à ce qu'on pourrait gagner en mettant des stores efficaces et des rideaux efficaces dans le parc de logements existants. Ça n'a pas de rapport. Si vous agissez sur l'existant, et pas avec des mesures de transformation complète, voilà, avec des stimulations pour encourager, on fera quelque chose d'immensément plus efficace sur le plan de l'économie d'énergie, du carbone, etc., que ce qu'on fait sur les logements neufs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire sur les logements neufs, mais il est vrai que faire des prouesses et avoir des difficultés pour construire parce qu'on a des RT 2020, etc., alors que ça a une efficacité faible, quand on manque à ce point de logement, il faut trouver peut-être la bonne dimension, quoi. Alors c'est ce qu'ils avaient essayé de faire et de démontrer dans ce projet, mais ça serait entré dans une description assez longue. Alors, j'aurais juste pour finir sur la question de Cantal Dupart. Enfin, je pense qu'on essaie de faire exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il n'est pas question pour nous d'aller fureter dans la région parisienne à l'affût des ZAD, des ZAC et des écoquartiers. C'est exactement le contraire. Et le projet qu'on essaie de porter sur le périphérique, c'est bien la façon d'inventer des nouveaux sites et de ne pas demander la façon plus commune de les faire à travers une composition urbaine plus classique. Voilà. On essaie d'inventer les choses, on essaie de voir justement, de mettre en correspondance les évolutions du logement, comment faire du logement exceptionnel, comment faire du logement innovant par rapport à des sites qui, par le fait qu'ils sont nécessairement nouveaux en rapport avec ces infrastructures, vont déboucher sur des situations complètement nouvelles. Oui, c'est important de rappeler ensemble que voilà, ce sont des propositions, c'est la vocation, n'est-ce pas Mireille, de l'atelier, que de formuler des propositions sans forcément les inscrire dans... Pardon, je répète, nous n'avons même pas accepté de formuler ces propositions. Voilà. Ah oui, pardon. Pardon. Ah oui, sur les. Rassurez-moi. Rassurez-vous, je rappelais la vocation de l'atelier qui est voilà, tout à fait. Ouf. Voilà. Question. Il vous suffit. Voilà, je vois au fond. Attendez que le micro vous parvienne parce que ça nous permet de vous enregistrer, de garder en mémoire vos interventions. Alors, voilà. Madame, n'hésitez pas à vous présenter. Bonjour, Emmanuel Colboc, architecte, faisant quelques logements. Aimant particulièrement ça à l'agence. Donc je rebondis très vivement sur ces projets expérimentaux dont vous parlez, Monsieur Michel, sur ce besoin de normes, sur cette difficulté immense que nous avons aujourd'hui par rapport aux surfaces de logement. C'est quand même absolument dramatique aujourd'hui de savoir qu'un 3 pièces qui, il y a quelques années, faisait 70 mètres carrés, aujourd'hui il en fait dans la promotion privée 56 mètres carrés. Qu'on a une cuisine en second jour, si ce n'est en troisième jour. De toute façon, les gens, nous dit-on, ne cuisinent plus tant que ça, il y a juste un four à micro-ondes.
On est dans un système totalement dégradé par rapport à la qualité du logement. Peut-être un bon jeu expérimental, parce que j'ai apprécié la réponse de Philippe Gazeau sur les projets expérimentaux que nous pourrions de nouveau lancer. Lancez, s'il vous plaît, le ministère des projets où nous n'aurions plus de normes. Des projets où on serait dans l'intelligence, dans le bon sens. Nous avons eu une excellente conférence, ici même, il y a, je crois, 15 jours, de Baumschlager et Eberle, qui ont fait une démonstration, je dirais, mathématique de l'aberration environnementale dans laquelle on nous impose de fabriquer les projets aujourd'hui. Aberration, mais totale. Qu'on arrête de nous parler du facteur lumière-jour, c'est quelque chose qu'on ne sait pas calculer, mais il y a quand même des gens qui viennent nous dire que nos logements sont soi-disant mal éclairés. Bref, un petit coup de colère encore pour dire que la question du logement, on aimerait qu'elle soit pertinente, elle a besoin d'être pertinente, on a besoin de logement aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument évident. Le logement, ça se fait avec la ville, évidemment qu'on habite la rue avant même d'habiter son logement et qu'on habite cet ensemble. Mais s'il vous plaît, faites quelque chose pour que le projet du logement puisse avoir un sens et retrouver une intégrité qu'il n'a plus aujourd'hui. Madame, ce défi, il est, à mon avis, adossé à une force de conviction que vous avez, que nous essayons d'avoir. Ensemble, essayons de convaincre sur le sujet de l'accessibilité qui s'est installé dans le débat politique au sein de notre Parlement et qui fait ce qu'aujourd'hui, dans la conception et dans la réalisation d'un certain nombre de logements, on applique pour tous les logements, même si j'ai parlé tout à l'heure de mutabilité, on applique pour tous les logements la même norme. Essayons d'être, peut-être pas dans l'expérimentation, mais dans la conviction, chiche, est-ce que demain, on saura vendre ces logements dont vous dites qu'ils seraient zéro norme? Une question, et on prend les deux questions, rassurez-vous, mais Jean-Marc Michel, est-ce que ça ne suppose pas qu'on abatte des cloisons au sein de l'appareil d'État, du ministère dont vous relevez? Est-ce que c'est sur vos épaules qu'on peut fonder l'espoir de répondre aux attentes de Madame? Ou est-ce que ça passe par l'association de l'interministériel, etc.? Et bien plus que ça. Forcément, ça passe par l'association de l'interministériel. Mais ça passe aussi par ce que vous faites là, c'est cet échange d'idées. C'est de démontrer que la société civile est capable de faire des propositions à l'autorité politique et à la sphère administrative pour leur dire que, hors de la norme, il y a quand même un salut. On prend la question et vous voyez, Philippe, si vous pouvez rebondir. Monsieur. Ça marche pas. Oui, c'est bon. D'accord. Donc, j'avais une remarque par rapport au thème d'aujourd'hui qui est le manque dans le discours des intervenants, du manque de qualité de vie. Finalement, on parle beaucoup de la qualité de logement, ce qui n'a pas été abordé dans sa globalité. Je trouve que c'est resté dans les équipements, ce qui est pour les architectes la chose qui est plus valorisante quelque part, et le logement un peu délaissé. Et par rapport à ça, je trouve que voilà, la vie des gens manque dans le discours, la vie des usagers. En tant qu'usagers aujourd'hui, ayant vécu dans ces différents strates que vous avez montrés, on trouve que même dans un HLM, on peut avoir une certaine qualité de vie par la vie qu'on mène dans ces logements. Et ça, beaucoup d'architectes ne connaissent pas ces vies bénéfiques que peuvent avoir ces gens-là dans ces logements sociaux. Et souvent, ils partent dans des schémas qui sont des visions ou des choses qui ne sont pas très définies pour moi, et se limitent à la fin à la forme et à l'urbain. Pour finir, j'ai une question par rapport à ces qualités de vie pour Christian de Portzamparc. Justice au propos du début de Christian de Portzamparc, qui nous faisait vivre de l'intérieur. Justement, ma question, c'était pour Christian de Portzamparc, qui... Justement, j'ai longtemps, quand j'étais à l'école, et en habitant justement dans ces quartiers-là, j'ai appris à connaître ce principe d'îlot ouvert. Je trouvais ça un principe assez beau et qui avait un certain sens dans la qualité de vie. Et aujourd'hui, il en a reparlé
30 ans en arrière, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la qualité de vie, quand on se balade dans le quartier de la ZAC Masséna, qui est un prolongement de tout son travail 30 ans après, quelque part, je ne me retrouve pas en qualité de vie. Les barrières, pourquoi aujourd'hui des barrières? Pourquoi on ne peut pas traverser ces bâtiments? Quelles sont ces contraintes qui font qu'aujourd'hui on ne peut plus avoir cette qualité de vie d'il y a 30 ans en arrière? Donc, Christian, Philippe, ou voilà. Je peux bien répondre sur les... ça répondra aussi globalement à la question sur les normes. Pas tout à fait, mais bon, vous écoutez. Si, je vais y revenir. Parce que justement, je vais parler de ces problèmes de qualité intérieure des logements. Moi, je préfère au logement normatif, enfin, cette problématique sur les normes, donc le logement normatif, le logement négocié. Je m'explique. Moi, je ne me sens pas du tout d'aller combattre, guerroyer contre les associations d'handicapés et autres. Finalement, pourquoi ils n'auraient pas le droit d'être comme tout le monde et d'accéder à leur logement ou aux équipements? Donc, je pense que c'est un faux débat et à la fin, on aura toujours tort. Par contre, donc effectivement, c'est des normes qui pèsent beaucoup sur la surface, etc., etc. Donc ces normes, qu'elles soient d'ailleurs climatiques, environnementales ou réglementaires ou de sécurité, elles pèsent beaucoup. En général, faut les respecter, soit pour avoir un permis, soit pour avoir un label. Et le label va permettre d'avoir du financement. Ça, Yves le sait encore mieux que moi. Alors pourquoi on essaie... Ok, il y a ces normes, mais pourquoi on n'essaierait pas d'instituer à côté de ces normes une espèce de système de bonus qui ferait que si on est suffisamment inventif, si on propose des choses différentes, qu'on pense mieux adaptées à la situation réelle de vie, de mode de vie des gens, on aurait un système de poids qui donnerait d'autres financements, qui permettrait peut-être de s'abstraire de certaines normes qui souvent sont quand même, il y en a certaines de très inutiles. Par exemple, pourquoi tous les logements font 2,50 m sous plafond? Pourquoi toutes les pièces d'un logement le salon est plus grand que les chambres, la cuisine est plus grande que la salle de bain, quoi qu'encore que maintenant on a l'impression que tout revient à la même échelle. Pourquoi toutes les pièces d'un logement ne seraient pas de la même taille? Pourquoi on n'irait pas mettre une partie du logement dans une autre partie de l'immeuble, et ça pourrait servir voilà, pour un membre de la famille ou pour travailler, etc., etc. Il y a des tas de choses, il y a des tas d'innovations qui sont des innovations typologiques qui pourraient finalement permettre de négocier justement globalement entre des normes qui sont souvent un peu difficiles à suivre et des choses qui pourraient permettre là, justement et concrètement, et pas de façon expérimentale, exceptionnelle, mais tous les jours, qui permettraient justement aux maîtres d'ouvrage, aux architectes d'essayer de négocier la façon dont ils entendent faire le logement dans les règles. Vous avez le mérite d'être clair, c'est pour ça que je me permets de vous presser, et je voulais entendre quand même Christian. Et il y a une autre question, je crois. Voilà, rassurez-vous, on revient vers vous. Christian, peut-être bon, question. Rassurez-vous, monsieur Lafoucrière, je reviendrai vers vous. De toute façon, j'ai une question pour vous. Mais on écoute d'abord celle de la salle. Ok, bonsoir tout le monde. Je ne suis pas architecte. Simplement, j'ai vécu dans différents coins de la région parisienne et Paris. Et je vous ai montré un exemple qui est la Défense. Enfin, on parle que de spots. Marne-la-Vallée... les gens ont voulu avoir une maison à la campagne, simplement ils se rendent compte qu'ils vivent avec leurs voisins et ils ont à peu près 20 mètres carrés de pelouse. Et c'est vraiment des ghettos en fin de compte. La Défense, j'ai vécu à la Défense, je suis allé à Nanterre à vélo. Quand on est piéton et cycliste, c'est zéro. C'est tout dans le béton, que des bureaux et des appartements très chers. Donc qui c'est qui veut habiter là? Il n'y a rien de convivial, il n'y a pas d'espace, on parle de pollution et tout ça, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a que des écrans lumineux. Donc je suis un peu gris dans ma description. Le seul truc qui me paraît intéressant pour justement dominer ce qui nous domine depuis des années, qui nous pollue la vie au niveau sonore et autres, c'est les véhicules. De couvrir effectivement, parce que Paris est tout petit, de couvrir justement, ça c'est un fantasme, mais de couvrir effectivement le périphérique. Non, pas le couvrir, hein, surtout pas. Si on peut, voilà, mais de faire quelque chose de beaucoup plus convivial pour justement faire la jonction entre Paris et la région parisienne et proche banlieue. Tout ce qui se passe actuellement en construction, vous allez à Ivry-sur-Seine, on déplace les problèmes, c'est pour une clientèle spécifique, mais c'est pas voilà quoi. Je vous laisse réagir, mais j'attire l'attention que voilà, on reboucle avec le débat antérieur, habitat, mobilité, mais bon, si ça revient par la fenêtre, pourquoi pas. Yves Lafoucrière.
sur tout ce qui a été dit là, sur la qualité des produits, la liberté de conception. Je pense, c'est vrai qu'on a traversé là, une vingtaine d'années où, à coup de subventions de la région, de collectivités locales, de l'État, bien souvent la conduite des projets a consisté à dire je fais ça parce qu'avec ça, je mets le capteur solaire, je mets le photovoltaïque, et ne plus avoir une intelligence globale sur la qualité du projet, à simplement faire la chasse à la subvention. Bon, les choses sont en train de beaucoup évoluer, d'abord parce qu'il y a beaucoup moins de subventions à l'heure actuelle, et parce que je pense, et c'est ce qu'on essaie de pratiquer chez 3F, que notre cahier des charges doit être plutôt une succession de repères qui permettent aux architectes de faire, et nous on fait bien souvent des hauteurs supérieures à 2,50 m sous plafond, bien évidemment des choses comme ça. Il y a après tout le problème de la production, le mode de production entre la maîtrise d'ouvrage direct et l'achat par les bailleurs sociaux dans le logement social, dans le cadre de VEFA des promoteurs, qui pose là un problème en matière de qualité de production, puisque lorsqu'un promoteur produit du logement pour le vendre au détail, le cahier des charges, les objectifs ne sont pas les mêmes que lorsqu'il le vend à un bailleur social, qui lui, je le rappelle, emprunte sur 40 ans, 50 ans et va gérer dans la durée. Et donc il y a un gros travail à faire. D'abord, on privilégie bien évidemment la maîtrise d'ouvrage directe pour mieux contrôler les produits. Et dans les VEFA, il y a un vrai travail à faire pour éviter un certain nombre d'aberrations. Il ne faut pas s'étonner, dans les programmes qu'on achète en VEFA, lorsqu'on ne fait pas de cave, que les balcons, qui sont en général trop grands dans la promotion privée, soient encombrés et que ça ne soit pas du tout facteur d'intégration dans le quartier. Puis un dernier point que je voudrais citer, c'est que dans tout ce développement du Grand Paris, Jean-Marc Michel a évoqué les beaux jardins d'Alphand. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, quand on voit la difficulté dans des zones très denses, très constituées, de créer a posteriori des jardins, la nécessité absolue sur tous ces territoires urbains de prévoir. Et c'est difficile, hein, parce que ça coûte de l'argent et les collectivités locales peuvent avoir et donc de travailler avec les acteurs associatifs. Alors que c'est des choses aussi structurantes, la réalisation de grands parcs, de grands poumons d'espaces verts, que peuvent l'être les transports ou l'habitat. De là à rêver d'un Haussmann à l'échelle du Grand Paris ou d'un Alpha, ça serait pas mal, dites-vous. Christian de Ports-en-Parc, toujours pas une réaction sur la qualité du logement. Il y a, à tout endroit, on peut sentir qu'il n'y a pas de qualité, qu'il y a un mal-être. Je pense qu'il y a des endroits pires que d'autres. Donc, sur Masséna, je pense que c'est un quartier privilégié. Tous les commerces sont ouverts parce qu'il y a Éole qui n'est pas loin, il y a des rues, il y a un mélange d'université, de logement et de bureaux. Donc, il y a un jardin, il y a une bibliothèque. C'est une situation plutôt privilégiée. Par contre, il y a beaucoup d'endroits qui sont plus difficiles. Donc, je voulais demander, moi, une chose m'a intrigué tout de même de la part de Jean-Marc Michel. Est-ce qu'il y a besoin de tant de gens qui fassent les normes? Est-ce que ce n'est pas un train qui ne peut plus s'arrêter, qui a son inertie? C'est ce qu'il semble dire. Parce que, non, mais nous, on vit ça. On a l'impression, chaque année, ils vont nous livrer une nouvelle série de normes. Est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter et puis voir ce qui se passe? Au bout de 5 ans, on réexamine des choses qui ont été faites, on voit les défauts. Parce que là, ça avance de toute façon. Et alors moi, j'ai été ahuri parce qu'au Brésil, quand j'ai commencé à travailler sur ce grand projet, par exemple, on avait une grande liberté au Brésil, et puis je m'aperçois que chaque année, les normes arrivent avec 15 ans ou 20 ans de retard sur la France, mais ils arrivent, ils sont appliqués avec la même sévérité, et quelquefois rendent des choses idiotes quand même. On a, par exemple, des auvents au-dessus des entrées d'immeubles sur lesquels il faut mettre des balustrades, parce que si quelqu'un montait, il pourrait se suicider à 3 mètres de haut. On a eu des choses aussi absurdes que ça qu'on nous a rétorquées. Je vous assure que ça, c'est surréaliste. On sait que ça emploie beaucoup de gens et on se demande, non pas s'ils sont utiles, on sait qu'ils sont néfastes à ce moment-là. C'est négatif. Donc c'est quand même un grand point d'interrogation. Je ne sais pas à quel moment on pourra dire. Il ne s'agit pas d'enlever les normes, de supprimer la notion. Il s'agit de faire un moratoire. On arrête de normer et puis on examine. On voit ce qui se passe au bout de 5 ans. Et comme le disait Philippe, si des propositions intelligentes qui apportent des bonnes idées pouvaient aussi, au même titre que les labels, avoir des aides, on aurait peut-être plus d'intelligence. On encouragerait l'intelligence au lieu d'encourager juste le bon élève qui a suivi les normes et qui a fait un truc médiocre. On sent qu'il y a du vécu, hein, Jean-Marc Michel. Mais vécu tous les jours. Oui, c'est vécu. Ce que dit Christian rejoint ce que je pense aussi. Et tout à l'heure, ce qui était dit sur la dégradation
des surfaces et des normes de l'habitat, et s'accompagne de cette montée en puissance des normes. C'est quand même... Il y a quelque chose qui tourne par rond, quand même. Et si le train avait un vrai conducteur, on pourrait peut-être... Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin... Non, mais il n'y a pas besoin d'un grand général des normes. Il y en a un maréchal qui va normer, on n'a pas besoin. Vous avez dit avec raison, c'est les compagnies d'assurance. Alors là, elles ont un boulot en or. Si vous avez ça règle ça fait la jurisprudence. Il n'y a pas besoin de... On sait déjà qu'il n'a pas appliqué la norme, donc il a tout faux, donc c'est lui qui paiera. Voilà. Mais bon sang, la vie ne passe pas par ces contentieux de compagnies d'assurance. Et c'est elles qui elles financent beaucoup de choses, donc elles ont le pouvoir de régler. Elles ont besoin de ces normes. Christian de Portzamparc, très clair. Donc, ben voilà, c'est posé, on l'a entendu. On va se tourner vers... Alors, le jeune homme, non? Ah, voilà, des applaudissements. Un jeune homme dont je soupçonne qu'il est étudiant et qui va nous dire, et le logement étudiant dans tout ça? Non, pas du tout. Non. Donc Basile Martin, je suis écologue de profession et je le confesse aussi écologiste de conviction. Voilà. Donc vous l'aurez deviné, j'ai envie de revenir sur la dernière diapositive qui nous a été présentée avec les petits potagers sur les toits. Voilà, on imagine sans doute un compost et tout, c'est sympa. Je trouve ça révélateur, mais un petit peu dommage que ça ne reste qu'à l'état de clin d'œil et d'expérimentation. Alors ma question... ne faut-il pas intégrer dans le logement, outre la notion la fonction plutôt d'habitation, une fonction plus productive, mais productive au sens large du terme, c'est-à-dire on sait qu'en physique la densité c'est de l'énergie, que la hauteur c'est de l'énergie, qu'on a de nombreux vecteurs d'énergie comme l'eau, comme voilà, l'eau à la fois un stockage et vecteur. Donc la fonction de production, même si on ne va pas faire forcément des champs de blé, quoique pourquoi pas sur le périphérique, mais voilà, autour de l'eau, autour de l'arbre, production. Voilà, je vous remercie. Intéressant. Qui veut... Je commence par répondre en disant, mais vous m'avez entendu le dire et M. Cantal-Dupart l'a aussi dit, fabriquer la ville, c'est se redonner le temps de l'aménagement. Parce que derrière l'aménagement, on fabrique du projet. Et on ne fait pas qu'un objet ou un produit qu'on livre. On fabrique du projet et il peut y avoir une gouvernance un peu plus participative autour de la fabrique du projet, voire une intégration de dimensions production végétale ou complément végétal à la construction des logements. Sur la métropole du Grand Paris, aujourd'hui, il y a une bonne quarantaine de sociétés d'aménagement. Et si on réussissait, sans normes, à les faire travailler ensemble pour aller vers la masse et pour aller vers l'innovation, moi, c'est un challenge que je proposerais volontiers aux ateliers. C'est enregistré, hein, voilà. Très bien. Je voudrais répondre à la question précédente. Voilà. Si on pouvait, après cette image, passer une des images de notre projet sur le périphérique, on verra que ce qu'on propose n'est sans commune mesure, parce que ça, c'est de l'homéopathie végétale, et ce qu'on propose, c'est vraiment un grand projet d'une autre ampleur, 35 km, effectivement, de forêts linéaires, de parcs, de jardins, qui vont eux-mêmes relier le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, et le parc de la Villette, etc. etc. Et la fonction productive, néanmoins. Quand je disais qu'on invente des sites qui peuvent vraiment opportunément en donner beaucoup plus, ça c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'à la fois les logements vont trouver des situations incomparables, mais en même temps, on va pouvoir la peser sur quelque chose effectivement de très important, c'est la nature en ville. Qu'est-ce qu'un parc aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? À qui ça sert? Et là, c'est réellement un projet réellement fédérateur à ce niveau-là. Avant d'entendre Yves Lafoucrière, je précise que dans son propre projet, et je parle sous votre contrôle, Christian de Portzamparc, Elisabeth de Portzamparc, intègre la logique du circuit court. Donc c'est une manière... me semble-t-il, ça aurait été une manière de répondre à votre question. Yves Lafoucrière. Ce que je voudrais dire simplement pour l'écologue qui posait la question, c'est que cette pratique qui est très, très urbaine, la photo qu'on a vue et qui se produit, c'est quelque chose qui se développe également avec la participation des habitants dans beaucoup des groupes HLM qui ont déjà 30 ans, 40 ans, 50 ans d'histoire. Et c'est même une façon
de réapproprier les espaces extérieurs. Parce que la qualité de ces grandes cités, c'est qu'il y avait beaucoup d'espaces extérieurs, qu'il y avait encore beaucoup de potentiel, des beaux arbres, des belles choses. Et au milieu de tout ça, on voit émerger des projets de jardins partagés, de plantations faites par les habitants. Ça marche bien et ce n'est pas plaqué par une norme, ce n'est pas plaqué par une orientation gouvernementale. C'est tout simplement parce que dans le dialogue qu'on a avec nos locataires, ce besoin émerge et qu'on voit des tas de choses se développer. Et ça serait intéressant du reste de faire un jour la collection de ce que produisent tous les bailleurs. Il y a énormément de choses qui se font à l'heure actuelle en Ile-de-France. Alors c'était aussi sur point que je voulais vous solliciter, je vous avais annoncé, c'est aussi la capacité, la tradition, l'habitude des bailleurs sociaux à accompagner les usagers, les locataires des logements pour en assurer une meilleure qualité d'usage. Hein. Mais c'était plus voilà, une réflexion à voix haute que je livrais avant de me... Alors parfait, merci Mireille. Voilà, parfait. Monsieur. Merci, bonsoir monsieur. Ma question est pour monsieur Gazeau. J'ai constaté qu'il était intervenu très durement en disant surtout pas recouvrir le périphérique. Bon, une question peut-être un peu naïve, que devient le périphérique et par quoi est-il remplacé ? Je veux bien, enfin, ça risque de durer un petit moment, mais effectivement, je pense que assez rapidement, sans rentrer dans un débat sur la circulation dans la métropole parisienne, juste ce qu'on dit et ce qu'on constate, c'est qu'on est arrivé à la fin d'un cycle, des infrastructures autoroutières au cœur des grandes métropoles. Vous n'êtes pas sans savoir que cette autoroute urbaine est à 5 km de Notre-Dame, c'est un cas unique en Europe, ce n'est pas le cas des autres grandes capitales européennes. Et donc, la fin du cycle, c'est la fin de cette aberration qui devient une aberration environnementale. Hein, on le constate tous les jours. Une grande partie de la pollution atmosphérique vient de la circulation autoroutière dans le centre des métropoles. Donc, il s'agit bien aussi d'un projet qui prend en compte une nouvelle donne. Et je pense que ce projet, il vient à point parce que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Pourtant, on voulait parler de transport et de mobilité. Mais il faut savoir que dans les prochaines années, il va y avoir vraiment une réelle alternative en termes de transport collectif, de transport en commun. On a parlé du métro du Grand Paris Express. Il y a le tramway déjà qui va boucler dans quelques années tout le périphérique, justement. Mais surtout, toutes les lignes de tramway qui sont déjà en activité, celles qui vont être développées dans les prochaines années. Tous ces types de transports alternatifs vont réellement être en mesure, dans les prochaines années, de suppléer justement une fonction automobile, autoroutière, qui va devenir de moins en moins importante. Alors on n'en a pas parlé ce soir parce que c'était l'objet aussi du séminaire auquel d'ailleurs vous avez participé, ainsi que Christian de Porzenparc. Donc c'est peut-être, voyons-y, une invite à aller sur le site, à guetter les restitutions de ce travail extrêmement stimulant, qui en est encore en stade de formalisation. Allez sur le site de l'atelier. Voilà, l'ai-je bien vendu? Mais auparavant, il y a peut-être une dernière question. Alors là, toujours d'un étudiant, peut-être? Non, toujours pas. Alors, bonsoir, je me présente, je m'appelle Melchior, je suis étudiant à l'école d'architecture de Paris-Val de Seine et je suis venu ici avec mon studio. J'avais une question, oui, notamment sur l'aménagement du toit végétalisé. Quand vous parlez, quand vous dites que ça fonctionne, que ça marche, alors je veux bien que ce soit à l'échelle, sur le toit de l'Institut de l'agronomie, qui plantent des salades, qui soient contents, ils sont contents, d'accord. Mais quand on voit ça avec du recul, si dans l'avenir c'était amené à devenir une norme, quelque chose de généralisé, messieurs les promoteurs de chez 3F, est-ce que vous pourriez, vous, investir dans quelque chose comme ça? Est-ce que vous, en tant que producteur, vous voudriez offrir un produit de cette qualité? Et une autre question en parallèle à monsieur l'ingénieur des forêts qui travaille pour le ministère. Vous savez que l'agriculture est réglementée par des normes drastiques au niveau de l'hygiène. Ouais, voilà. On en rajoute. Au niveau de la pollution, toutes les cheminées là, elles sont pas, c'est pas du décor, elles existent vraiment. Elles émettent de la pollution. La preuve, Madame Porzenparc n'est pas là ce soir puisqu'elle a respiré
de très bonnes choses qui sont dehors. Est-ce que ce ne serait pas, in fine, un petit peu anecdotique, un petit peu une expérience, un délire étudiant de première année? Alors voilà, je vous laisserai Jean-Marc réagir. Je me permets juste de dire que je suis, pour ma part, avec beaucoup d'intérêt. Je crois que Madame veut réagir, elle aura aussi la parole. Mais rappelons que c'est en fait un travail de recherche qui permet des avancées sur la possibilité de cultiver dans des espaces urbains qui sont possiblement et souvent possiblement pollués. Et donc ça permet de réelles avancées au plan de la connaissance. C'est pas ça qui va nous nourrir, certainement pas. Avant de vous entendre, Jean-Marc, je voyais Madame réagir là. Dites-nous, prenez le micro. Michel Attard, monsieur disait que ça allait devenir une norme, et je disais à Paris, ça allait depuis ce matin. On nous a annoncé que pour être financé en logement social à Paris, il faut avoir une toiture ou un mur végétalisé. Vous savez ce que ça coûte en eau, un truc comme ça? Au niveau des coûts, c'est pas du délire au niveau des créateurs? Nous, c'est des sujets qu'on pratique, qu'on développe, que ce soit à Paris ou ailleurs, les aménagements de terrasses avec des utilités. On n'est pas obligé de faire des salades et des poireaux, on peut faire des fleurs à boire, on peut faire de l'espace vert simplement qui permet de passer un moment pour les locataires sur un espace commun, sur les toitures. Donc c'est des choses qu'on développe. Vous savez, il y a des coûts qui ne rapportent pas directement immédiatement, mais qui sur le long terme ont une vraie utilité par l'utilité sociale et par le fait qu'ils donnent de l'attractivité à un groupe d'habitation, à une résidence, et on travaille beaucoup là-dessus. La grande différence entre les acteurs du logement social que nous sommes et des promoteurs, c'est que nous, on reste là 30 ans, 40 ans, 50 ans après avec nos actifs. Donc on a un sujet de durabilité. Le développement durable, c'est vraiment dans les gènes du logement social. Et donc de ce fait, on peut très bien faire des opérations comme ça, même s'il n'y a pas un retour financier immédiat sur l'aménagement d'une toiture. Alors, je vous propose d'être assez raisonnable, de nous en tenir là, de ne pas épuiser la question au risque de nous épuiser. Vous avez bien compris que l'enjeu, c'était de vous donner à voir les travaux qui sont menés actuellement au sein de l'atelier. Merci à tous les quatre de vous être... Merci à tous les quatre de vous être prêtés au jeu, d'avoir limité l'usage du PowerPoint pour favoriser l'échange. Et permettez-moi d'ailleurs de remercier celles et ceux qui m'ont accompagné dans la préparation de cette table ronde. J'ai nommé Gaël, il se reconnaîtra, Thierry, Aurélien, et bien sûr la régie qui est encore une fois que je n'ai pas pu prendre à défaut. Je me tourne pour lui laisser le mot de la fin. Mireille, l'attention, le but de cette soirée était de traiter de la question du logement dans le Grand Paris, dans le contexte de transition énergétique. Est-ce qu'on a rempli notre objectif et quelle est la suite des programmes de l'atelier ? Alors la suite, c'est un séminaire demain sur la question de la gouvernance, donc ça c'est plutôt fermé, mais par contre nous vous donnons rendez-vous pour les résultats de ce séminaire, pour partager avec vous sur la question de la gouvernance. Qu'est-ce que c'est que la démocratie du projet? Qu'est-ce que c'est que la démocratie tout court dans les nouveaux cadres institutionnels, dans les nouvelles organisations de nos territoires? Donc cette prochaine question vive, là nous nous sommes retrouvés 2 fois de suite au pavillon de l'Arsenal, mais la prochaine fois nous sortons de Paris et nous nous donnons rendez-vous à Nanterre. Mais par contre, vous avez à nouveau rendez-vous avec le pavillon de l'Arsenal, parce que sur la question du climat, petit à petit, nous progressons de manière parfois déstabilisante, parce que, mine de rien, c'est aussi d'adaptation climatique que nous souhaitons parler quand nous abordons ces questions-là. Et c'est ici même, au pavillon de l'Arsenal, que se tiendra, et on les en remercie de nouveau beaucoup, une exposition sur les travaux de toute l'année de l'AIGP, sur le rendez-vous donc de la métropole en construction et du climat. Nous organisons ici même en novembre et décembre, pendant que se tiendra la COP 21 au Bourget, une exposition retraçant les travaux de l'AIGP pendant toute l'année sur le rendez-vous de la métropole et du climat. Donc ici même,
dès le mois de novembre l'année prochaine. Et pour nos questions vives, n'hésitez pas à regarder sur le site de l'AIGP. Vous avez tous nos rendez-vous et également le compte-rendu de ces questions vives.